3, 2, 1. Coucou! Hey, salut! Hey, salut, Marie! Ah! Hey, c'est notre première intro de 2026. On n'a pas fait d'intro pour le dernier épisode. Puis on n'a pas fait d'intro depuis les vacances. Puis, tu sais, d'habitude, notre intro, on parle de ce qui nous a marqué un peu cette semaine. Mais là, il y a comme plusieurs semaines qui ont passé depuis la dernière intro. Fait qu'on s'est dit que peut-être aujourd'hui, on pouvait comme rassembler tous ces sujets-là dans une intro. Mais ça tombe bien parce qu'il y a comme rien qui s'est passé depuis nos vacances. Full tranquille. Tranquille, le monde, on dirait, se répare. Fascisme tranquille. Tranquille, vraiment tranquille. Liar, liar, pants on fire. Non, il s'est passé beaucoup de choses Ouais. depuis les vacances. On dirait qu'ils prennent pas congé, ce monde-là. L'oppression n'est jamais off. Honnêtement, prenez un week-end, là, genre, what the fuck? Juste dire en passant aussi, Julien est officiellement parti au Brésil, mais pas d'inquiétude tout le monde. On va continuer à travailler à chaque semaine ensemble à cause d'une petite invention brésilienne qui s'appelle l'Interneti. Je pense pas qu'ils disent Interneti. J'ai checké sur Google Traduction, ils disent Interneti. C'est sûr que c'est Interneta, là. Non, c'est Ti. Ils disent les E, Interneti. Ah ouais. En tout cas, À regarde. l'italienne, alors c'est pour ça que tu te sens... Je me sens super, ouais. Ne croyez pas tout ce que vous trouvez sur Internet ou sur l'Interneti ou sur l'Internet, parce qu'on dit ici Internet. Fait que là, on va y aller un peu en rafale, ce qui est vraiment pas notre genre, puis c'est comme contre toutes nos valeurs, mais... Non, mais Chris, on n'a pas le temps non plus. Premièrement, Christian Rioux, out. Oui, Christian Rioux, juste avant Noël, Ce vieux de fascisme, genre... a été censuré, cancellé après seulement 30 ans de chronique hebdomadaire. Ça a pris 30 ans pour s'en apercevoir. C'est assez... c'est pas fut-fut, là. C'est pas brillant. Hey, honnêtement, c'est un peu crampant tout ça, non? Ouais. Parce que, tu sais, bravo le devoir, mais genre bravo 29 ans en retard. Comme Mais tu sais, c'est aussi que, comme, ils l'ont même pas mis dehors parce que c'est un gros dangereux pour la démocratie puis les droits humains. Ils l'ont mis dehors parce qu'il y a été un tas de merde avec tout le monde à l'interne qui était dans l'équipe de fact-checking. Hey, spéculation aussi, ils l'ont mis dehors parce qu'ils perdaient de plus en plus d'abonnés. Exact. J'ai l'impression. Je veux dire, dans les faits, si le Devoir avait des abonnés qui étaient abonnés juste pour Christian Rioux, ces gens-là sont facilement remplaçables par les gens qui vont revenir après. Mais en même temps, moi, j'ai vu plein de monde, tu sais, dont Fred Savard, qui disait, genre, moi, je ne retourne pas m'abonner. Tu sais, il y a une blessure aussi dans Trop peu, trop tard? Ouais. Ben, un peu. Mais ce qui est surtout drôle, en fait, avec... parce qu'encore une fois, c'est ça, c'est pas vraiment un congédiement de ce qu'on a compris, c'est plus un non-renouvellement de contrat. Et apparemment, cette droite-là, médiatique, est pas d'accord à ce que les compagnies puissent ne pas renouveler des contrats. Donc, très bonne nouvelle pour la syndicalisation automatique de tout le monde. Parce que sont-tu crampants quand même avec leurs lettres ouvertes, genre? Tu sais, ça a fait tout un tollé parce que j'ai fait un post Facebook avec un laugh emoji, puis j'étais comme, voici une liste gratuite de tous les fachos ou et extrême droite fascisante du Québec. Et là, l'Internet s'est enflammé. La clique du plateau, ces vieux crises de crétins, genre, on fait un post genre Marie-Hélène Gay, on devrait la poursuivre pour diffamation. Puis je suis comme, mais la liste est publique. Genre, elle est sur le site du Devoir. J'ai juste copié-collé sur mon profil. En tout cas, Complètement je trouve crampant. genre, en ce moment, les gens qui sont comme fasciste, c'est trop un gros mot. Je suis comme, non. Non, fasciste, c'est pas trop un gros mot en ce moment. Quand tu supportes quelqu'un qui est pro-génocide, t'es un fasciste. Ben, écoute, il faut dire que pendant ce temps-là, Christian nous expliquait quand même que le Devoir est pro-Hamas. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais j'imagine que le Devoir envoie des roquettes au Hamas pour qu'ils puissent tirer sur les territoires volés. Mais écoute, non, tout ça est vraiment fascinant. Je trouve qu'il y a rien de plus snowflake que la droite médiatique, en fait, qui rit toujours de la gauche, qui sera apparemment, là, tu sais, si Partout. partout, mais aussi si facile à frustrer, puis tout ça. Mais je veux dire, hey yo, tu perds ta job après 30 ans. Anyway, prends ta retraite, là. Toujours écrire le même texte à chaque semaine, complètement débile, non Puis en factuel. plus, ne même pas être gentil avec les gens qui essayent de sauver ton cul. Parce que les fact-checkers dans un journal, leur job, c'est de s'assurer que le journal n'est pas poursuivi ou que le chroniqueur n'est pas poursuivi. À juste titre. Donc, lui, il se fâchait contre des gens qui essayaient de le protéger, de protéger le journal. Get the fuck out, Quel vieux. idiot.
Genre, Quel en idiot, tout check cas, sa bye. vieille face, là. Impossible. C'est tellement drôle. Allez sur le profil Facebook de Christian Rioux. Il y a sa photo de profil et sa photo de profil en gros, en image de background. En image de couverture, ouais. Oh mon Dieu. C'est comme Christian Rioux Inception, très boomer sur Facebook. Fait que tout ça, très agréable, mais on sent contre-torche en même temps. C'est-à-dire, effectivement, trop peu, trop tard pour le devoir. Puis très drôle de voir la petite droite bourgeoise là, s'insurger, appeler à la censure, la pluralité des voix. Hey, shut up. Il y en a plein d'autres vieux pas de cheveux là, qui écrivent au devoir. We'll be fine, on va pas le lire quand même. Attention, là, mon ami Élise Turcotte m'a dit qu'il faut faire attention de ne pas dire que Christian Rioux il était de même parce qu'il est vieux. C'est vrai, Parce il que était de même des quand il vieux était coups, jeune. il y en aussi. a en tabarnak, Ah, d'ailleurs. absolument, absolument. Genre, Eh bien, envoyez-moi vos vidéos et le meilleur viendra visiter Fort Boyard. mais oui. En tout cas, bref, là, en rafale, on a fini de parler de Christian Rioux. Ouais. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Genre, Non, mais de toute honnêtement, façon, il y a plein d'autres places où il va écrire. Tu sais, mail, on n'est jamais capable de se débarrasser d'eux autres. là. C'est comme la fucking syphilis. Là. Genre, les antibiotiques marchent plus. Là. Fait que, tu sais, il va être à Cube tous les semaines. Puis ils vont probablement lui donner une crise de page dans le Journal de Montréal. Who gives a shit? Anyway, on sait déjà ce qu'il va nous écrire la semaine prochaine, là, qu'il n'y a pas de génocide. Puis que, tu sais, c'est pas important. Vous n'avez pas fini de m'entendre. Ensuite, ben là, il y a eu bonne année. Puis après ça, tout de suite après, les États-Unis ont kidnappé le président du Venezuela. Ça, c'est quand même. Chris, on est dans un bon film. Malheureusement, on n'est pas payé pour jouer dedans. Ça, c'est un peu plate. Mais encore on une est fois... les figurants de l'horreur. Là. Tout ça est complètement fou. Tu sais. C'est tellement drôle parce que en ce moment, j'ai vu le meilleur commentaire là-dessus aujourd'hui. C'est la droite qui dit qu'il fallait kidnapper cette personne-là parce qu'elle était violente envers ses citoyens. Maduro était Yo. comme. Puis je suis comme, mais les États-Unis gonnent leurs propres citoyens. On y reviendra tantôt. Ça veut dire qu'il faut C'est comme- kidnapper Catherine Fournier, là. Le monde de Longueuil sont en danger, là. Sa police, en tout cas. Mais non, Ah, je veux pas la gérer. Genre, je la kidnapperais, mais genre juste pour la mettre un petit peu plus loin, j'irais la dropper dans une autre ville. Genre. à Chambly. Ils savent pas comment revenir, c'est loin. C'est un immense défi. Mais ce qui me fascine dans tout ça, en fait, c'est que on se fait projeter dans plein de débats compliqués où ça devrait pas l'être tant que ça. C'est-à-dire que, évidemment que la politique internationale, c'est complexe, c'est compliqué. Les sujets sont compliqués. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, pas besoin d'être un expert en politique internationale pour trouver que c'est quand même peut-être pas super que des États commencent à décider pour d'autres États. Qui devrait diriger, comment, qu'est-ce qui se passe. Là, je vois plein de gens sur Internet d'un bord puis de l'autre. Hey, je veux dire... Mais les Vénézuéliens, genre, ils disent qu'ils vont être sauvés par l'argent du pétrole. Puis c'est comme, les États-Unis sont même pas capables de s'occuper de leur propre monde. Penses-tu Le monde qu'on- crève ouais. dans la rue, genre, arrête. On est encore une fois juste dans un problème de capitalisme sauvage où les peuples sont toujours en reste. C'est très possible que Maduro n'était pas un bon dirigeant. On n'a pas des bons dirigeants ici non plus. Ils n'ont pas des bons dirigeants aux États-Unis. L'Europe n'a pas des super bons dirigeants. En fait, j'en connais pas beaucoup des bons dirigeants. Puis ça semble être un problème assez généralisé Ouais. qu'on essaie d'ailleurs des fois de mettre de l'avant ici. Non, là. mais il y a quelques démocrates qui sont fins. Ah, c'est vrai, ils sont fins. Ils sont vraiment fins. Ils veulent baisser les 50 cents le prix du métro. Wow, ça va nous aider, ça. Hey, c'est super. J'embarquerai mais- pas là-dedans, mais tabarouette. Arrêtez de défendre les démocrates puis les entreprises, là, puis commencez à défendre les pauvres puis les personnes En fait, racisées. juste peut-être arrêter de défendre la classe dirigeante, peu importe. Évidemment qu'il y a des gens de la classe dirigeante qui sont moins pires que d'autres, mais ça commence à pas être assez, ça non plus, de juste être moins pire que le pire. Puis c'est un peu ça qui nous a menés jusqu'ici. Fait que, tu sais, effectivement, il faut s'organiser à l'extérieur de ça. Puis, tu sais, quand on voit des images comme ça à la télé, tu sais, justement, d'un dirigeant d'un pays qui est comme kidnappé par un autre pays, c'est quand même, c'est frappant. Il y a quelque chose de gros là-dedans, d'un peu inusité, d'un peu spécial. Puis juste de voir que autant les médias que la population se lancent dans des grandes diatribes. Commentaire oui, mais, de Farnell à venir. mais tu sais ça, tu sais, qu'est-ce que Farnell fait à la radio pour nous expliquer ce qui se passe? Comme qu'est-ce qu'il en sait, lui? Puis je dis pas que seulement les experts devraient pouvoir se prononcer, mais ça reste spécial de voir que tout le monde s'auto-projette en genre d'experts d'une situation complexe que là, oui, mais vous savez, le pétrole, il le vendait à la Chine et tout. Mais Tu sais, Chris, demander l'avis, genre, de Dimitri Soudas là-dessus, c'est unhinged, genre... demanderait ah, l'avis de Dimitri Soudas sur n'importe quoi, c'est on hinge. Peut-être vous m'aimez, peut-être vous ne m'aimez pas. Mais le seul comptable autour de la table, le seul homme d'affaires, c'est moi. Ça me fait un peu capoter Hmm. comment la gauche, à part Émilie Nicolas, à Patrick Masbourian, a fait une super bonne job, mais genre, ça serait le fun qu'il y en ait 10 autres personnes qui commentent ces affaires-là de gauche, parce que ce point de vue-là est vraiment nécessaire. Même pour la Palestine, il y a personne qui allait à Radcan faire un contre-discours à propos de la Palestine. C'est pas normal qu'on ait juste le point de vue de la droite économique sur des enjeux qui sont, somme toute, sociaux. Ben, c'est pas juste ça, mais je veux dire, c'est pas normal non plus qu'on ait personne pour nommer la réalité. C'est même pas un contre-discours, c'est juste, hey, ce que je vois en face de moi, on devrait me dire que c'est pas ça, ou que c'est plus compliqué que ça, dans le fond. Mais comme René
Good, qui a été assassiné par ICE. En ce moment, on a tous une image du réel que l'élite gouvernementale contredit en disant qu'on a tort, tu sais, qu'elle aurait essayé de rouler sur cet agent-là, puis on voit que c'est pas vrai, tu sais, on voit que ses freins sont allumés sur sa voiture, puis qu'elle leur fait signe de passer devant elle. On peut toujours se lancer dans un débat compliqué sur des trucs comme ça, de est-ce qu'elle aurait dû, mais on veut pas. On veut-tu vivre dans un monde où la police tire sur des madames non armées dans des minivans parce qu'ils se sentaient pas en sécurité? On veut-tu commencer à justifier ça? Oui, surtout alors qu'ils commettent des kidnappings et ces personnes-là essaient juste de protéger leur communauté. Moi, je te jure, Phil, là, je sais que si ça arrivait au Québec ou au Canada, ce qui se passe en ce moment, là, d'aller genre déporter, kidnapper des migrants dans mon quartier, j'irais porter ma fille à l'école le matin. J'embarquerais dans ma voiture ou sur mon vélo ou à pied et j'irais bloquer des rues avec mes concitoyens pour ensuite retourner chercher ma fille à l'école. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est des actes normaux. Cette femme-là ne faisait que protéger son quartier contre les terroristes de ICE. Tout ça est très étrange de voir tout ça se déployer. Puis encore une fois, ce n'est pas juste l'effet Trump. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout C'est mettre pas ça Trump. sur le dos de Trump, des républicains. C'est l'Empire. Tu sais, tout ça est mis en place et continue de grandir depuis des années. C'est juste que là, soudainement, comme les conditions empirent, ben, on le voit plus, on le réalise plus. Ça frappe aussi des franges de la société qui sont moins habituées d'être frappées par ce genre de violence, par ce genre d'injustice. Là, on voit une femme blanche, plus rare, ça, quand même. Puis il y en Mais- a eu plein des meurtres de ICE, hein? C'est des personnes racisées qu'on n'a pas entendu parler, je veux juste le souligner. Là, tu sais, c'est un bel angle mort qu'on a de s'émouvoir en ce moment. Mais c'est Alors aussi, que- c'est aussi que des fois, pas tout est filmé en temps réel. Tu sais, Ouais. c'est-à-dire, il y a comme plein d'affaires là-dedans, mais oui, il y a des angles morts. Puis oui, la violence, c'est pas nouveau, là. C'est-à-dire, la violence étatique, ça fait des années, ça fait plusieurs vois, administrations. C'est... Je vois genre des gens commenter, puis ça frappe quand même, là, qui disent mais là, les citoyens américains sont armés légalement. Fait qu'il va commencer à avoir de la violence. Je suis comme, mais il y en a déjà. Il y a déjà. Énormément de violence, tu sais. Il y a, oui, certainement beaucoup de violence, mais c'est sûr que, tu sais, ces événements-là, un après l'autre, on dirait que chaque jour, les nouvelles sont plus absurdes. Puis je pense que ça nous crée comme une grande psychose collective où tu vois qu'il y a une partie de la population qui est complètement réfugiée dans un genre d'entertainment de plus en plus débile. Tu sais, non, mais j'ai une certaine compassion pour eux. C'est-à-dire, je comprends là, que vous écoutez le chanteur masqué parce que les nouvelles, c'était peurant. Mais il y a aussi un bout où ça fonctionne pas, ça. Ça nous sortira pas du trou. Moi aussi, des fois, il y a des journées où j'ai envie de me sortir de ça. Je le fais d'ailleurs des Phil, on fois. a joué à Zelda. On a passé Zelda ensemble à Noël. Là. J'ai aussi beaucoup joué à Super Metroid. Puis ça fait du bien. Je pense, individuellement, c'est correct de pas toujours se crisser le nez direct dans la marde. Puis je veux dire, il faut aussi réaliser que ça sert à rien, là, fondamentalement, de juste écouter les nouvelles en loop, mettons, puis de s'angoisser de ça. Mais d'un autre côté, je pense que, tu sais, abandonner puis être complètement déconnecté, ça va rien changer non plus. À un moment donné, la vague va se rendre à Ben, toi. c'est une tu sais. forme de violence envers le reste des gens qui se mobilisent. Puis tout le monde se mobilise à sa manière. Tu sais, mettons, moi, je suis une mère. Là. Je peux pas nécessairement le mardi soir aller à l'ambassade quand quelqu'un colle une manifestation. Par contre, j'ai parti un balado qui parle de ça. Il y a plein de monde qui ont des initiatives. Il y a des groupes syndicaux. D'ailleurs, les syndicats font partie de la lutte antifasciste à part entière. Le communautaire, tu sais. Le communautaire, tous les travailleurs sociaux, tu sais, les gens qui décortiquent le monde. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est important qu'on fasse tous notre petit effort de rejoindre ces groupes-là où on peut, tu sais, que ce soit à travers le travail. Juste aider justement. son voisin. Honnêtement, en ce moment, faites de la soupe à vos voisins. Mais Genre- on en parlait un petit peu dans le dernier épisode, mais je pense que oui, commencer par des petites choses, ne serait-ce que pour se donner confiance, puis aussi, tu sais, un pas à la fois. Là, tu connectes avec tes voisins, c'est plus facile d'aller connecter avec le deuxième voisin après, Oui, puis le puis- troisième, puis la communauté. On a reçu beaucoup de messages cette semaine de gens qui disent comment. Puis moi, j'ai pas vraiment la réponse parce que dans les faits, si je l'avais, je serais en train de la faire, la révolution, pour nous rassembler. Mais se rassembler, c'est des fois juste un par un. Tu sais, je sais pas comment dire. C'est au moins de pas shut down le mouvement puis de juste le Non, supporter. mais puis des fois, c'est ça, de supporter, de rejoindre un comité de logement de son quartier, une ressource communautaire quelconque, aller faire une petite heure de bénévolat. Des fois, c'est juste que ça crée le lien. Puis après ça, s'il y a besoin d'une mobilisation, ben c'est plus facile de mobiliser des gens qui sont déjà interconnectés versus des gens qui sont seuls chez eux puis qui se disent hey, j'aimerais ça faire de quoi, mais je sais pas où puis qui. Des fois, on n'est pas le leader de toutes les initiatives non plus, puis c'est correct. Des fois, il faut jouer son rôle de leader, Ça des te fois, il faut fait jouer... ça, toi, Phil, des fois? Tu sais, moi, je me sens... Tu sais, on fait ce balado-là, puis moi, je prends la parole full en ligne, puis toi aussi, puis tu sais, des fois, même par le mime, par le monde miroir, par plein de techniques qu'on a. Tu sais, toi, t'as Club Dodo avec l'humour, mais aussi avec la discussion sérieuse entre mains là, ça. Est-ce que des fois, toi aussi, tu te demandes comment passer à la seconde étape, genre?
Parce que moi, je me demande souvent comment passer à la seconde étape. Un peu, mais tu sais, ben honnêtement, on dirait que d'un, je me pose pas tant la question de comment. Puis à la limite, si je me posais la question, je me poserais plus la question de comment passer à la première étape. Je pense que pour bien du monde, Mhm. c'est plus ça, là, la deuxième. C'est de elle même recréer pas. la communauté. Ben, il y a ça, mais je veux dire, tu sais, tout est une façon de. Justement, tu sais, parler, c'est aussi une action. Est-ce que c'est assez? Peut-être pas toujours, mais c'est déjà un début. Puis parler, c'est une chose. Tu sais, parler, ça fait aussi que les gens autour de nous le voient, ça. Ils sont confrontés. Il y en a qui peuvent s'y rallier, il y en a qui peuvent s'y opposer, mais au moins, on identifie un peu qui est un danger, qui est une sécurité. Je me pose pas cette question-là. Honnêtement, c'est drôle, hein? Parce que nos abonnés nous en parlent souvent, puis je suis comme, partez des trucs à échelle humaine dans vos neighborhoods ou dans vos amitiés même. Puis tu sais, j'en parlais dans le dernier épisode aussi, là. Moi, je pense que c'est comme ça, au moins qu'on vient se rallier à notre empathie. Tu sais, je pense que l'empathie, puis là, ce mot-là, c'est le mot le plus fucking galvaudé de 2024-2025, là. Mais la vraie empathie, c'est pas d'essayer de voir comment les autres se sentent. C'est essayer de se sentir pour pouvoir mieux se connecter aux autres, selon moi. Et ma psy. Fait que, tu sais, Ce conseil était une Mais présentation de ma thérapie. mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, on fera un épisode où on parle plus des moyens. Puis je pense que Sandrine et Michel nous en ont parlé dans l'épisode Le Antigone. collectif Antigone, oui. C'est vraiment à échelle humaine. C'est vraiment à échelle humaine. C'est de se rallier ensemble. Tu sais, t'es pas obligé de déménager aux États-Unis puis combattre ICE. Personne te demande de faire ça, là. Non, puis c'est probablement pas possible pour la plupart Non. des gens de En toute tout cas. façon. Mais effectivement, c'est de commencer petit, mais tu sais, je pense que des fois, il faut pas trop se poser de questions non plus sur comment puis pourquoi, puis surtout pas essayer d'imaginer la finalité de nos actions, parce que c'est comme ça devient très gros, C'est vrai. comme boucher à prendre. Moi, on dirait que des fois, parce que moi aussi, ça m'arrive là, de rentrer un peu à l'intérieur de moi puis d'être comme, mais comment on va régler tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je pense que c'est des questions normales à se poser. Je pense que tout le monde se pose un peu ces questions-là en ce moment. Mais on dirait que ce qui me fait continuer, disons, de mouvoir vers l'avant, c'est plus l'idée de qu'est-ce qu'on est supposé faire d'autre. J'ai la conviction profonde que de détourner les yeux, ou même à la limite d'appuyer le pouvoir, ce n'est même pas quelque chose qui va fonctionner. Le pouvoir va me crisser en dessous des roues à la première occasion. Là. Tu sais, Ils en ont rien à chier de moi, puis ils en ont juste rien un à chier de vous autres. Là. Tu sais, il y a même, il y a des, dans les partis qui sont soi-disant de gauche, des gens qui appuient des mesures qui sont délétères au peuple. Puis ça arrive souvent, là, tu sais, on l'a eu, l'exemple de Christine Labrie, qui a appuyé la réforme de l'aide sociale il y a quelques années. Tu sais, c'est quand même grave là, que QS appuie des trucs qui sont délétères aux conditions matérielles de la population. Tu sais, je pense pas qu'il faut passer notre temps à chier là-dessus. C'est pas tant de chier là-dessus, mais juste de réaliser que je pense que le vrai changement ne passera jamais par les organes systémiques du pouvoir. Je suis d'accord. Ils sont là pour une raison, c'est pour maintenir le statu quo. Puis il peut y avoir des petites variations en fonction de qui est élu, mais des petites variations, c'est pas de ça qu'on a besoin en ce moment. On a besoin de revoir complètement le système dans lequel on existe parce qu'il fonctionne pas pour 90% de la population. Fait que je veux dire, c'est sûr que si vous voulez puis c'est trop difficile, vous pouvez vous aussi commencer à écouter des vidéos d'investisseurs puis dire je vais travailler fort et je vais me lever à 5 heures le matin puis faire des push-ups puis investir à la bourse puis m'en sortir par moi-même, mais ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, ça. Fait que si vous voulez un projet collectif, ben il va falloir voir ailleurs puis faire autre chose, puis on pourra pas se fier sur les leaders qu'on a en ce moment. Il va falloir comme le faire nous-mêmes, puis chacun un peu prendre ça sur nos épaules, tout en étant un morceau du collectif. Ouais. Fait que c'est compliqué, c'est difficile, j'ai pas toutes les réponses, c'est juste que des fois, je réalise que c'est plus facile pour moi de le réfléchir en fonction de le contraire ne fonctionnera pas. Je ne vais pas sauver ma peau. Même si j'appuie la police. Tu sais, quand je vois les gens appuyer ICE cette semaine, faire oui, mais vous savez, elle n'avait juste à pas avancer la voiture et tout. Puis tu fais, hey, tu sais que la police, ils vont te tirer d'en face, même si t'es défend pendant 3 ans. Ah, c'est gênant, ça. C'est une des choses qui est ma plus grande tristesse et ma plus grande honte à la fois, de voir les gens défendre, mettons, les riches, les entreprises avant les humains. Mais tu sais, le larbinisme a toujours été présent. Puis je veux dire, tu sais, je suis sûr qu'on se projetterait à Rome, là, puis il y en avait plein là, de monde en sandales qui étaient comme, oui, mais vous savez, le travail fort l'empereur. Tu sais, je suis sûr que ça a toujours existé, ça. Je pense qu'il y a quelque chose chez l'humain, des fois, où c'est rassurant de se projeter mentalement dans le pouvoir ne peut pas être si mal que ça, parce que si j'admets ça, que le pouvoir ne me veut pas de bien et que le monde est terriblement injuste, je sais pas quoi faire avec ça. Tu vas faire comme moi puis Phil, puis tu vas être dans la merde. Je peux plus fermer les yeux, là. Tu sais, c'est impossible maintenant. Je confirme, adore les yeux ouverts, c'est super épeurant. Je dors pas. Écoutez, cette semaine, on a
Oui, cette semaine, on a un bel épisode pour vous. Dis-nous, Phil. Quoi? Ben, en fait, Un un des trucs dont on n'a pas parlé, mais je vais juste glisser rapidement dessus. Avant les fêtes, il y a eu une action. Je crois que c'était la semaine juste après notre dernière diffusion. Ouais. Les Robins des Ruelles, qui est comme un groupe de dangereux anarchistes terroristes, Juste des gens qui veulent que le monde mange, là. déguisés en honnêtement. Père Noël et en lutin, qui ont volé un métro et qui ont redistribué la nourriture volée. Vous allez entendre le SPVM maintenant qui dit que c'est tout à fait quand même illégal tout ça. Les enquêteurs vont pouvoir visionner les caméras de surveillance qu'il y avait sur les lieux puis effectuer des recherches. Mais à ce moment-ci, il n'y a toujours pas d'arrestation. Nous, à notre niveau, c'est considéré comme un vol à l'étalage. Donc, évidemment, que du moment que l'épicerie nous a informés de cet incident, nous, on prend une enquête, on prend l'enquête en charge, puis on fait comme tout autre incident. Donc, tant que c'est rapporté, puis que nous, on est mis au courant, il y a une enquête qui va être émise. Ça, c'est le genre d'action quand même qui me remplit d'espoir, qui me fait voir qu'il y a des gens qui réalisent à quel point la situation est grave, la situation empire. On peut plus attendre puis demander justement des changements à l'État puis que ça prenne 3 commissions d'enquête puis 22 ans. Il faut manger cette semaine. Ils vont nous crisser des food stamps avant d'arrêter leur copinage avec les grandes entreprises agroalimentaires. Je te le jure, là. Ils vont préférer ficher et donner de l'argent aux citoyens pour que l'argent retourne aux entreprises que de taxer ou de mettre leur pied à terre avec ces entreprises-là. C'est fucking grave, là. En fait, il faut juste comprendre que peu importe si des gens meurent de faim littéralement dans la rue, couper les profits des entreprises, ce n'est pas sur la table. Mhm. Ce n'est jamais sur la table parce que le but du système, c'est de faire de l'argent aux gens qui ont déjà de l'argent puis à continuer de générer encore plus de profits. Fait que le système fonctionne très bien. Les compagnies alimentaires font des profits records à chaque trimestre et pendant ce temps-là, on a de la misère à se payer des épiceries. Fait que quand je vois, moi, des groupes de citoyens se mettre ensemble, faire des actions comme ça, non seulement j'applaudis, mais ça me remplit d'espoir et ça me rend heureux. Et dans ce contexte-là, on a décidé de recevoir au balado Mélanie Ederer, qui est avec la revue À Bâbord, qui est une publication indépendante qui paraît 4 fois par année, éditée au Québec par des militants, des journalistes indépendants, des professeurs, des étudiants, des travailleurs et des travailleuses et des rebelles de toutes sortes. Il y a même Anarchet qui écrit pour À Bâbord. Oui. Dans leur dernier numéro, qui est paru début décembre, il y a un dossier qui s'appelle « Épicerie, fin de justice », fin F-A-I-M, dossier qui a été coordonné par Valérie Beauchamp et Mélanie Ederer, où ils traitent de plusieurs aspects de la justice alimentaire. C'est un fucking bon numéro. Cette revue-là, personne n'est payé. Okay? Oui, on a appris ça pendant l'enregistrement. C'est fait de façon absolument bénévole et sans subvention. Fait que on reçoit Mélanie qui est venue nous voir pour parler de ce numéro-là de À Bâbord. Puis ça nous a permis d'avoir comme une grande conversation autour de ces enjeux-là, en fait, justement. De qu'est-ce qui se trame derrière tout ça, derrière ces problèmes-là. De Chris, comment ça se fait qu'on est pogné avec une hégémonie alimentaire, avec genre 3 grands fournisseurs qui fournissent tout le Québec, qui décident des prix. Je pense que ça, c'est des conversations qui tournent beaucoup autour des conditions matérielles. Ouais. Justement, puis c'est quelque chose qu'on veut essayer de faire, sortir un peu juste des positions campées idéologiques, mais d'être littéralement dans le réel. On a tous besoin de payer notre épicerie. C'est de plus en plus difficile pour tout le monde, puis ça, il faut reprendre le contrôle là-dessus parce que c'est concret, c'est réel, ça nous affecte tous au-delà des horizons. Puis je pense que c'était une très belle discussion. Alors j'espère que vous allez enjoy. Ouais. Et dès la semaine prochaine, on vous revient avec un épisode plus classique du Temps des monstres où ce que moi puis Marie, on est en tabarnak, où on braille, où on fait je sais pas quoi, à propos de la vie en général. Puis on n'a pas toujours des solutions, mais on essaye, OK? Oui. Ceci dit, bienvenue à Le Temps des monstres! Le Temps des monstres! Bien, quand tu me parlais de l'idée de votre podcast qui a mené à ça, puis tu as dit, les personnes indépendantes n'ont pas nécessairement un milieu où se raccrocher ou un média qui les représente ou des choses comme ça. Puis c'est un peu pour ça que moi, j'ai rejoint À Bâbord. Parce que je me disais, hey, j'ai envie d'être affiliée avec quelque chose, j'ai envie de participer à des luttes de gauche, puis À Bâbord me semble être un lieu qui fait un nœud ou un point de rassemblement entre différentes postures. Puis c'est ça que moi, je voulais faire aussi à À Bâbord. Je voulais que les milieux dans lesquels moi, je m'implique, les milieux qui sont plus féministes, anti-oppressifs, je les voyais, un peu dans À Bâbord, mais pas tant que ça, puis que je voulais amener mon réseau, en fait, les personnes que je connais, leur donner des opportunités d'écrire. Mm-hmm. Puis, par exemple, Selma, qui est dans le numéro de dossier sur les épiceries, c'est ça. C'est ça avec qui je collabore, qui m'a appris beaucoup sur les obstacles que vivent les personnes en situation de handicap. Puis c'est pour ça que, dans le fond, elle est dans le dossier, finalement. C'est quoi ton parcours, dans le fond? On a vu... Là, on t'a googlé, là.
On On t'a t'a googlé, googlé. puis on était au lit. Fait que c'était un peu spécial. Ouais, ouais. Mais j'étais sur mon cell, puis je montrais à Phil, tu sais, un peu ton parcours. Puis là, il y avait un article dans Le Devoir sur ton parcours comme t'étais à la tête du... La Fédération des femmes du Québec. OK. À ce moment-là, moi, ce que je me disais, c'est que je tentais de créer des ponts, justement, entre différents milieux féministes. Tandis que la FFQ, tu sais, dans l'espace public, ce qu'on entendait beaucoup dans les dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu des crises. Mais tu sais, à l'interne, ce que moi je voyais quand j'étais devenue sur le CA, juste comme membre individuel, c'était quand même une grande volonté, en fait, de créer des ponts, de rapprocher. Puis je m'étais dit, hey, moi, j'aime ça, faire ça. Les gens m'ont dit, hey, on te verrait à ce poste-là, il y a un poste qui est à combler, peux-tu le faire? Ouais. Puis là, en fait, je me suis présentée, j'ai été élue, puis c'est un peu ça que je voulais faire, créer des liens entre des personnes, en différentes approches féministes, pour comme se rappeler qu'est-ce qu'on fait, en fait, à quoi ça sert de lutter ensemble. Fait que c'est un peu ce qui m'a amené là. Puis qu'est-ce que je faisais, finalement, c'est vraiment un peu de tout. À ce moment-là, on était vraiment dans la recréation de base d'un organisme, là. Ouais. Recréer des ponts, recréer des liens, fusionner des Google Drive. C'est vraiment mettre vraiment un mélange de plein de tâches différentes là, que je faisais. J'essaie juste de comprendre, moi, mettons, parce que j'avoue que je sais pas où placer la FFQ comme, mettons, est-ce que ça fait longtemps que ça existe, ça? Est-ce que c'est un organisme plus proche, mettons, du pouvoir? J'essaie juste de comprendre pour toi d'où tu partais, mettons, dans tes luttes. Est-ce que ça, c'était de se rapprocher un peu de, je sais pas, le grand spectre, les médias, la politique, ces choses-là, puis de dire, je veux essayer d'amener un petit peu mon monde là-dedans? C'est-tu ça, dans le fond? C'est quand même big, là, la FFQ. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une grosse organisation. Oui, bien, la FFQ existe depuis 70 ans. OK, c'est ça, quand même. Fait que, tu sais, existe, a été vraiment plus proche des lieux de pouvoir dans le sens que, comme fédération des organismes féministes, avait des liens avec la ministre de la Condition féminine. Je comprends. Avait des liens avec le secrétariat de la Condition féminine, tu sais, pendant plusieurs années. Fait que fait porter, en fait, ces voix-là des groupes qui sont membres, des membres individuels aussi. Fait porter cette voix-là. Après ça, justement, c'est comme plein d'autres organisations. Ben, tu sais, il y a eu un besoin de reconstruction, de voir qu'est-ce qu'on veut encore faire. Puis c'est un peu à ce moment-là que moi, je suis rentrée, en fait, plus dans ce questionnement-là de quel est le positionnement que la FFQ veut avoir. Mais avant que les positions deviennent trop old school, il faut souvent changer les membres du CA, les membres de la direction pour que ça reste, comment dire, Actuel. démocratique, Ouais. actuel et ancré dans les luttes nouvelles aussi, qu'il y a toujours des nouvelles luttes. C'est comme la lutte transféministe aussi, puis tout ça. Puis t'as été là combien de temps? Moi, j'ai été à la présidence, dans le fond, un cycle, là, fait que 2 ans. OK. Puis c'est la FFQ est dans ce questionnement depuis des années. Là. Déjà en 2013, il y a des positions qui étaient votées. Fait que moi, je suis plus que dans cette reconstruction-là, il y a eu un moment où il y avait besoin de quelqu'un à la présidence. Puis dans le fond, ben, ce quelqu'un est devenu moi, en fait, pour dans ce moment de transition. Mais tu sais, des fois, je pense que la difficulté aussi avec l'organisation, les organismes, c'est que quand tu es petit puis que tu fais ton affaire, tu as beaucoup plus de liberté, justement, de choisir les luttes que tu veux, d'être radical, mais tu as peu de pouvoir. Là, en voulant des fois se rapprocher du pouvoir, en atteignant, mettons, des sphères plus hautes, tu t'approches un peu justement du pouvoir, tu peux peut-être aller chercher des solutions, tu peux peut-être affecter des décisions. Par contre, souvent, ça déradicalise un peu les positions. Ça? Qu'est-ce que ça fait d'être dans un gros organisme comme ça? Est-ce que ça te met justement un peu le pied de chaque bord, puis là, tu te dis, mon Dieu, c'est pas évident, là? Ben oui, c'est pas évident, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est quoi un gros organisme? Dans le sens que c'est un organisme qui est vieux, qui existe depuis quand même longtemps. Mais tu sais, quand moi, je suis rentrée à la présidence, il y avait une employée. Ouais, I guess, ils ont full de visibilité. Ben, il y a plus de visibilité Ouais. que d'autres groupes à Ouais. cause de l'histoire, en fait, à Ouais. cause de l'ancrage historique. Mais en termes de grosseur d'organisme, pas tant que ça. T'sais, c'est pas nécessairement plus gros que d'autres groupements, en fait. C'est juste qu'on en a entendu plus parler dans l'histoire. Là. Je pense qu'il y a un intérêt médiatique de avoir un porte-parole ou avoir un groupe qui est plus vu de l'avant. Ça a été ça le rôle de la FFQ longtemps, de regrouper en fait différents organismes, différents milieux féministes. Mais c'est pas nécessairement gros en soi. Mais après ça, par rapport à créer une tension, oui. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que, en fait, j'aime pas parler au nom d'autres personnes. C'est Pendant dur. que j'étais C'est là. dur. C'est pas nécessairement même pas aimer ça. C'est genre, c'est injuste faire ça pour soi-même, mon Dieu. Tu sais, t'en oublies tout le temps. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, même si c'était porter des positions politiques de groupes, voter en AG, tu sais, je comprends la réflexion politique de se regrouper ensemble puis il y a des gens ou une personne les porte. Mais comme moi, comme individu, je trouve ça difficile de après ça faire attention à, tu sais, si je suis pas complètement en accord avec une manière de penser, de formuler, tu sais, pour moi, c'était vraiment confrontant de me ramasser dans un rôle de représentation. C'est des questions importantes à se poser, ça, quand même, parce que c'est vrai que tu sais, tout le monde porte toujours la démocratie de l'avant comme étant, mettons, un bon système, celui qui représente la voix du peuple. Mais tu sais, dans l'idée que la majorité l'emporte, il y a toujours aussi ce qu'on oublie, c'est que la minorité perd.
un peu. Il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte dans une décision. Je dis pas que c'est pas correct, mais il faut quand même se la poser, cette question-là, quand on se retrouve justement dans des chaises comme ça où tu finis par représenter des voix qui ont voté, disons, sur un enjeu. Si tu t'ouvres à cette perspective-là, tu t'en rends bien compte qu'il y a des gens qui ont voté non, mettons, puis que là, le oui a passé, ben là, moi, il faut que je porte la voix du oui, mais qu'est-ce que je fais avec toutes ces personnes qui ont voté non, elles? Ça doit être particulier de se retrouver avec cette responsabilité-là. Ben, le monde féministe est comme morcelé aussi, puis ça doit être difficile. Je veux pas nécessairement tomber là-dedans parce que je veux vraiment qu'on parle de Babar, mais moi, j'étais surtout curieuse. C'est quoi ton background qui t'a amené là? Parce que c'est quand même un gros poste, tu sais. On a vu ça, puis ça nous a comme impressionné quand même. Oui, ben tu sais, je pense que mon background, c'est plus de vouloir que des choses bougent. Dans le sens que, comme, tu sais, moi, j'étais impliquée dans des milieux féministes auparavant, tu sais, différents projets en tant que salariée ou militante ou bénévole, un petit peu. Fait que je m'étais présentée à la FFQ sur le CA un peu en mode, OK, ben, tu sais, je contribue à cette organisation historique, c'est intéressant. Puis finalement, il y a eu une élection, il fallait que des gens se présentent. Puis les gens m'ont dit « Hey, Mélanie, t'aimes ça, regrouper des gens? On a besoin de quelqu'un qui a envie de s'impliquer, qui a cette énergie-là, qui a envie de s'engager. » Fait que c'est un peu comme ça que moi, j'étais comme « Ah, OK. » J'avais pas vraiment pensé avant. Parce que c'est big, quand même. Parce que c'est big. De toute façon, ça faisait 1 an que j'étais sur le CA. J'aurais pas pensé que c'est ça que la vie m'amenait. Mais finalement, c'est comme ça que je me suis ramassée là. Fait que oui, c'était un gros poste. Ça a été vraiment comme demandant, comme 2 ans. Mais après ça, finalement, c'est de se rendre compte que finalement, c'est quand même un organisme comme d'autres organismes en termes de fonctionnement de gestion. Les enjeux, tu sais, qu'on parle de comme... Le féminisme est morcelé, oui, mais la gauche est morcelée. Les organismes le sont, tu sais, comme... le communautaire. Le communautaire l'est. Fait que c'est un peu les mêmes enjeux qu'on retrouve là, qu'on retrouve ailleurs, mais comme il y avait une lunette vraiment placée sur la FFQ, je pense que ça a été plus monté en épingle. Je trouve ça parfait, par exemple, parce que moi, j'arrête pas de penser qu'on devrait jamais laisser la présidence, le pouvoir aux gens qui la veulent. Il faudrait toujours que ça vienne de genre, le monde qui la veulent pas, là, c'est en arrière, là, c'est eux qui devraient décider pendant 2 ans parce qu'on peut jamais faire confiance à ceux qui rêvent à ça depuis toujours. C'est comme on se ramasse toujours avec ces décideurs ou décideuses-là, le monde qui se voit dans des postes de pouvoir, qui se voit décider, puis c'est les pires personnes pour le faire. Ouais, le vote, c'est nice. Pas vote, mais tirage au sort. Ouais, random ministre. Là, tu reçois une lettre chez vous, puis t'es comme, bonjour, vous êtes ministre de la Sécurité publique pour les 2 prochaines années, puis t'es comme, oh non, c'est câlisse, ça me tente pas. Mais honnêtement, la société irait 100 fois mieux si on faisait ça de même versus les gens qui veulent ces postes-là puis qui s'y rendent. On peut pas leur faire confiance. On peut pas leur faire confiance, puis je pense qu'il y aurait clairement une plus grande diversité si on faisait ça. En plus. Il y aurait pas juste les mêmes personnes, la même classe sociale qui se rendraient au pouvoir, tu sais, si on tirait au sort. Oui, parce qu'il y a même de l'embourgeoisement jusque dans le communautaire, dans les postes de direction, tu sais. Ça, c'est vrai. C'est pas tous, pas toutes. Je veux dire, je pense pas qu'au refuge des jeunes, genre, le monde se paye 300 000 par année, mais comme les grands boss de Renaissance, de Goodwill, de toutes ces places-là, tu sais, c'est comme... On l'a vu, là, que ça se tire des gros salaires dans les fondations aussi. En tout cas, je veux pas qu'on s'écarte trop, mais c'est quand même... Tu as étudié en quoi? Travail social. Ah, nice. Ouais. J'ai fait un bac, une maîtrise à l'UQAM en travail social. Là, je fais un doctorat en études des populations. Ouais, ça, on se demandait, Ça, c'est quoi ça, l'étude des populations? De la population? Ouais. Tu nous étudies. Exact, mais c'est aussi large que vous pouvez imaginer tout ce qui permet d'étudier les populations. Moi, j'étudie les représentations et les émotions en travail social, sur le travail social. Okay. Mais tu sais, j'ai une collègue qui étudie le plaisir féminin. J'ai des collègues qui étudient les statistiques migratoires. Tu sais, comme c'est vraiment tout ce qui permet d'étudier des groupes de population. Fait que tu as un mélange de comme mathématiques, statistiques, mais aussi d'approches sociologiques. Puis exact. C'est un petit peu né de la démographie. Là. Fait que c'est vraiment plus des approches comme très quanti, on mesure des choses, mais avec sociaux, sciences politiques. Moi, je viens parler d'émotions puis de travail social. C'est vraiment aussi large que toutes les approches qui permettent d'étudier des groupes. Puis quand tu dis émotion dans le travail social, tu parles des intervenants ou des gens qui reçoivent le service? Je parle plus des intervenants, puis comment est-ce qu'en travail social, dans comment est-ce qu'on forme, qu'on enseigne, qu'on parle du travail social, on crée ou on apprend des émotions qui vont venir finalement influencer les intervenants-intervenantes, qui vont reproduire ou avoir ces émotions-là en intervention et qui vont participer à des rapports de pouvoir. Wow. Ouais. Est-ce qu'il y en a des bonnes émotions au travail social? Parce que je me rappelle que mes intervenantes préférés au centre jeunesse, ceux-là qui... Je ressentais leur empathie quand je vivais une déception ou une difficulté. Tu sais, c'est important dans le travail social de pas avoir des gens comme complètement déconnectés. Il faut sentir qu'ils sont avec nous ou pour nous ou qu'ils veulent améliorer. Il y a le fantôme ici en passant. Le fantôme d'Hydro-Québec, oui. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, je pense que personne ne veut se sentir comme un dossier. Puis malheureusement, le problème, c'est qu'avec la charge de travail, ça devient de plus en plus courant
que c'est ça, puis tu le comprends aussi du côté humain des intervenants, c'est-à-dire, si tu as 300 dossiers sur ta pile, t'as pas le temps d'humaniser 300 personnes sur un cycle d'une semaine ou de 2 semaines, fait que tu finis par voir des numéros, mais ça, comme quand tu reçois des services, toi, c'est épouvantable d'avoir cette impression-là, d'être comme un numéro, d'être un dossier. On veut être humain puis que les gens comprennent ce qu'on est en train de vivre, mais ça prend du temps. Ben, absolument. Ça prend du temps, ça prend un contexte de travail, tu sais, du temps, mais aussi de l'énergie, le sentiment de pouvoir faire des choses. Mais comment est-ce que moi, je les étudie? C'est plus de se dire, quand on forme en travail social, on apprend aux travailleurs sociaux qu'il y a des groupes qui sont la norme, qui méritent le travail social, qui ont accès au travail social, puis des groupes qui sont un peu spécifiques, un petit peu particuliers aux marges, et eux ont l'air difficiles. Mais là, quand on l'apprend comme ça au travail social, après ça, les intervenantes vont se dire « Hey, je vois telle personne qui a l'air difficile. » Fait que là, je vais déjà avoir a priori une émotion négative face à cette personne-là. L'enfer. Et sûrement, en fait, offrir moins de disponibilité émotionnelle, fermer plus vite son dossier, être comme en mode « Ah, t'es arrivé en retard, et toi, je te donne pas de chance. » Alors qu'avec quelqu'un que tu humanises plus, tu vas être comme « Ah, je comprends, t'es en retard cette fois-ci. Ah, c'est moins grave. » Mais comment ça... T'essayes de changer les choses dans la manière dont c'est enseigné, ça, dans le fond? Enseigner, aborder, discuter, réfléchir en fait, sur comment est-ce que finalement, souvent on individualise les émotions, genre, hey, les TS devraient pas ressentir telle émotion individuellement, ou les TS qui ont des billets, hey, changez vos billets. Puis moi, ce que j'étudie, c'est comment est-ce que le travail social crée des billets dans la manière qu'on parle du travail social. Moi, je suis juste curieux, c'est quoi les populations qu'on a tendance à trouver difficiles de facto? Je pense que ça me prendra les pas. Riches, hein? Les riches, tough. Sont tough, eux autres. Sont tough. Exact. Non, mais c'est ça, on s'entend. Mais tu sais, déjà, les personnes qui sont allophones, souvent, on va se dire « Ah, une autre personne allophone, c'est difficile. » Puis là, tu sais, si on approfondit, c'est que c'est difficile parce que, tu sais, il y a peut-être moins accès à des interprètes, aussi accès à des interprètes. C'est pas des interprètes avec lesquels ça va être sécuritaire. Parce que, tu sais, si c'est une communauté qui est très petite, bien là, si l'interprète connaît ta famille, c'est pas sécuritaire pour toi. Il y a vraiment plein de niveaux de difficultés qui s'ajoutent dans comment intervenir cette personne-là, mais c'est pas à cause de cette personne-là. C'est à cause que les services sont construits pour les personnes qui parlent français. Puis bien sûr, avec les lois que le gouvernement a passées, on doit intervenir en français avec des gens qui sont au Québec depuis plus de 6 mois. Fait que ça crée des difficultés, mais comme les intervenants manquent de temps, après ça, ils vont se dire « Oh non, un autre dossier comme ça, j'ai pas le temps de le gérer. » Puis là, finalement, ça va comme accélérer en fait le fait de ressentir des émotions négatives face à ces personnes-là, alors que c'est le système qui a construit cette difficulté-là et non pas l'individu. Mais ça peut être extrêmement dangereux en violence conjugale et en DPJ, ces cas-là, où il manque d'interprètes, mettons, puis il y a une information qui est mal passée ou qui a mal été véhiculée ou comprise par l'ETS ou l'ATS. Je me dis, on peut en échapper des enfants, on peut en échapper des parents violents ou des chums violents, tu sais. Ben, ça montre aussi que justement de faire des fois de l'idéologie au niveau du français, ça mène à des problèmes spécifiques comme ça. Je pense pas qu'il y a grand monde au Québec qui pense pas que c'est important le français, mais quand on fait des fois justement au lieu de faire du cas par cas, on fait du 6 mois, on doit intervenir en français. Puis il n'y a pas de classe de francisation. En plus, il y a des manques à ces niveaux-là, mais c'est que ça crée des espèces de loopholes comme ça où si on présente ces cas-là à la population, quand on humanise ces gens-là, quand, mettons, Claire Lamarche les recevait. Moi, c'est ce que je remarque tout le temps. À chaque fois qu'on humanise, qu'on reçoit un cas particulier, mettons, une femme issue de l'immigration, puis elle vient nous parler, là, tout le monde fait « Oh mon Dieu, c'est tellement touchant. Hey, elle a travaillé fort, elle essaye de faire, puis là, elle a le premier. Puis là, ça, puis on lui donne pas les services. » Là, les gens sont prêts à ouvrir toutes les valves du monde, seraient prêts même à donner de l'argent spécifiquement pour aider, donner des services. Mais quand on le vit dans le système, en mode, justement, dossier, numéro, pas de visage, puis qu'on parle, mettons, d'allophones, les gens trouvent le moyen d'être fâchés contre les allophones qui demandent des services. Puis là, tu fais comme, ben, c'est juste des humains, là. C'est particulier, ça, cette espèce de trait-là de l'humanité, je trouve, d'avoir besoin vraiment d'être pris par la main à chaque fois pour humaniser un humain, mais qu'on n'est pas capable de le refaire nous-mêmes tout seul. Forcer quelqu'un à parler français très, très vite, c'est déshumaniser son expérience en tant qu'immigrant ou d'immigrante qui arrive ici. Puis, même si tu apprends une langue, tu n'es pas capable d'exprimer tes émotions dans cette langue-là hyper rapidement non plus. Tu peux remplir peut-être des papiers puis faire une demande de carte d'assurance maladie en français. Mais après... Mais parler de problématiques complexes, c'est sûr que c'est plus difficile dans une deuxième, troisième, quatrième langue à un moment donné aussi. Oui, c'est pour ça qu'on rajoute autre chose, comment les systèmes sont pensés. Tantôt, tu disais, c'est sûr que c'est pas les riches qui sont vus comme une clientèle difficile. Bien, en effet. Fait que les riches qui peuvent venir avec leur auto ou qui peuvent venir en taxi arriveront pas en retard. Les personnes les plus vulnérabilisées ont moins accès juste parce que, comme il y a tellement de barrières à avoir accès au système de santé, les personnes les plus riches vont payer des soins ailleurs. Mais au final, il y a comme une classe spécifique de gens qui ont accès à des suivis parce que les gens qui vont arriver en retard, les gens qui se fâchent, les gens qui consomment,
ben ça se peut qu'ils arrivent à quelque part puis qu'ils se fassent dire « Hey, nous, on n'accepte pas les gens qui consomment. » Les travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe. Puis en ce temps, je pense pas que c'est individuellement la responsabilité. Là. Je pense que notre système est monté pour permettre seulement à certaines personnes d'avoir accès à des services sociaux et des services de santé. Tu sais, fait que si t'as trop l'air magané, ben les gens vont avoir moins de patience avec toi parce que, tu sais, comme, ben là, t'as mal dormi, t'es un peu impatient ou tu te fâches. Tu vis une émotion. Ah ben là, non. Si tu te fâches comme ça, tu sors. Mais des fois, c'est normal de vivre des émotions. On est le même avec nos enfants aussi, je pense. Ouais. On fait beaucoup d'adultisme avec nos enfants, puis on fait du travail socialisme avec les adultes. Mais c'est fou, ça, quand on y pense, parce que c'est ça, c'est comme le monde à l'envers. C'est que dans le fond, les gens qui ont le besoin de plus de soins sont ceux qui ont le moins accès, parce que c'est comme si c'était trop. On veut aider du monde qui ont besoin d'aide, mais pas trop. Qui sont bien propres dans leur On veut juste les ramener. Ils ont un pas à l'extérieur, on veut juste les ramener dans le chemin, mais les gens qui sont complètement à l'extérieur du chemin, eux autres, on est comme un peu dans l'abandon. On est un peu, ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est dans la rue, il y a de la consommation, c'est comme trop. Mais pourtant, c'est les gens qui ont le plus besoin des services sociaux. C'est supposé être pour ça qu'ils sont là, ces services-là. Fait que c'est particulier quand même. Oui, puis c'est ça, en fait, que tu sais, dans ma recherche, que beaucoup de travailleurs sociaux, surtout des femmes qui ont participé, quelques hommes, mais remarquent, nomment, que finalement, c'est comme s'il y a comme une manière d'être qui a accès aux services en ce moment dans notre système. Puis comme tous les mondes qui sont un peu trop ont l'air plus difficiles, ont l'air plus compliqués, on n'a pas le temps de les gérer. Effectivement, il y a des cas difficiles. C'est pas de pas d'être capable de le nommer, mais c'est que de partir du fait que c'est difficile puis d'avoir envie d'abandonner ou de fermer des portes, c'est pas supposé être ça la conséquence de c'est difficile. C'est juste de peut-être redoubler d'ardeur, de donner plus de services, plus de soins. C'est des femmes qui occupent ce métier-là à 80%, 90%, j'imagine. Mais ça, c'est fou d'ailleurs. Moi, tu sais, on le réalisait aussi avec les centres jeunesse. En partant, mettons, des services à l'enfance, puis tout ça, mais c'est tellement... Les gars... En majorité des femmes... Les gars, c'est les agents d'intervention. Ouais. Puis les boss dans les centres jeunesse. Ouais. Mais les intervenantes, c'est des femmes. Puis je veux dire, après ça, là, c'est pas... il y a du bon puis du mauvais. Mais ce que je veux dire, si tu regardes à travers la santé, les services sociaux, c'est des femmes qui tiennent la société à bout de bras. Qui empêchent le monde de crasher, de mourir, de se suicider. C'est toutes des femmes. Il y a quelques hommes, évidemment, mais c'est majoritairement des femmes. Puis ça, c'est pas quelque chose, je trouve, qu'on nomme et qu'on réfléchit assez souvent. En effet, puis là, je rajouterais aussi le fait que, tu sais, maintenant, à la base, c'est surtout des femmes racisées, des femmes, tu sais, comme qui ont un parcours migratoire récent ou plus ou moins récent, en fait, parce que de plus en plus, finalement, les gens qui vont pouvoir monter dans les échelons, ça va être des gens qu'on imagine dans ces échelons-là. Fait que, tu sais, fait que déjà, il va y avoir des femmes blanches, des universitaires, après, il va y avoir des hommes qui vont monter encore plus haut. Fait que, tu sais, vraiment, tous ces rapports de pouvoir-là, ben, qui se manifestent dans les services sociaux, en travail social, mais, tu sais, dans tous les autres, là, en soins, en médecine, dans d'autres domaines aussi, là, où finalement, à la base, il y a les personnes les plus vulnérabilisées, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, pas parce qu'ils sont pas bons, même pas parce qu'ils sont nouveaux sur le territoire, parce qu'on les imagine pas collectivement dans des postes hiérarchiques, et donc on leur empêche l'accès. Quand tu dis imagine, ça me fait penser à récit, puis c'est ça, encore une fois, le récit qu'on se raconte, on le répète sans cesse. Fait que si on s'imagine toujours des hommes patrons, on remet des hommes dans les postes, juste parce qu'on ne se l'est pas imaginé, on n'a pas créé ce récit-là. Mais ça, c'est fascinant aussi. Il faut vraiment réaliser ça, que le récit mène le monde un peu, comme créer la réalité. C'est pour ça qu'on parle souvent, nous, de changer le récit ou de répéter autre chose. Mais justement, tu sais, Anne Archet parle dans son article sur c'est quoi l'extrême gauche, elle sait quoi, en fait, si des personnes un petit peu dans la gauche sont vues comme extrêmes, mais parle que c'est l'important de comme rendre visibles nos valeurs, de rendre visibles nos luttes, que si on fait juste accepter le « c'est mieux que rien », bon, on ne rend pas visible d'autres discours, d'autres manières de penser, d'autres utopies, ce qui est un autre article de la revue. On ne rend pas visible d'autres utopies et d'autres possibilités. Fait que, tu sais, sur l'idée de comme rendre visible, de faire des récits, de changer, d'imaginer, si on n'imagine pas, et surtout qu'on ne parle pas de ces imaginaires-là, de ces possibilités-là, on va rester dans en ce moment où on est. Il y a de plus en plus de récits, de mythes qui sont basés sur des peurs identitaires, sur l'extrême droite. Fait que si on parle pas, si on n'imagine pas autre chose, puis qu'on les diffuse pas, comme ce que vous faites avec le podcast, ben on n'aura pas de possibilité. On va rester juste dans le... On n'a pas de contre-discours. C'est ça, on n'a pas de contre-discours. Mais si on le rend fort, puis qu'on le parle fort, puis qu'on le répète, notre réel, comme les conditions matérielles, sortir les gens de la pauvreté, sortir les gens des épouvantails de l'immigration, tu sais. Oui, s'unir au-delà des différences. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, non seulement à la gauche, mais que tout le monde doit comprendre absolument, c'est que c'est ça, le réel se reproduit lui-même, puis l'imaginaire crée la possibilité d'un autre réel. S'il n'y a pas l'imaginaire, on est pogné avec le réel qu'on a. Puis là, c'est un peu, j'ai l'impression, l'histoire des 30-40 dernières années,
en Occident, c'est ça, là. On est pris dans notre récit de capitalisme, puis de ressources, puis d'extractivisme, puis de travail, puis on dirait que tu regardes les yeux des gens dans le métro le matin et le soir, et il n'y a rien d'autre que ça, parce qu'il n'y a pas d'autre récit. La fiction répète ça, ils reviennent le soir à la maison, puis ils écoutent du monde travailler dans des séries. Fait que comment tu peux t'imaginer un monde où c'est pas ça? Tu sais, non, mais c'est vrai. Oui, puis on dit à nos de... enfants, faut se lever demain, on se lève les cadrans à partir de 3 ans, 2 ans. On devient des T'sais... porte-voix aussi du réel, on le répète nous-mêmes, on fait partie de la chaîne, mais je pense que c'est vraiment important à comprendre. L'imaginaire est fondateur du réel. Genre, Mélanie, cette nuit, ton chum était à l'hôpital, puis t'as même pas été capable de nous écrire pour te choquer l'entrevue, la rencontre, l'entretien qu'on fait ensemble. Ça montre à quel point nos engagements précèdent parfois... Même si ton chum t'a dit « Vas-y, Mélanie, je t'aime, tu vas être correct », tu sais, quand même, on est mordicus sur le travail, sur les responsabilités. Mais je suis contente que tu sois là quand même. Je suis contente d'être là, mais oui. Est-ce qu'en effet, je l'ai mis à sortir de cette roue-là, c'est clair? Mais t'avais hâte de nous voir, là, c'est différent. Sauf que, puis en passant, elle est payée, OK, pour être ici, fait que c'est du vrai travail. C'est du vrai travail. Non, mais je pensais à ça parce que je me disais, s'il y a bien quelqu'un qui aurait accepté que tu te choques cette entrevue-là, c'est nous, parce qu'au pire, on la refait le 6 janvier, puis c'est pas la fin du monde. Fait que je me dis juste, je sais pas, même moi, j'ai de la misère à annuler des trucs, là. C'est qu'on est tous pris là-dedans, en fait, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est important de le nommer aussi, parce que on fait tous partie du problème, puis ça crée, je pense, une honte, comme si chacun de nous était aussi responsable du sort collectif, puis c'est pas faux, mais c'est-à-dire, comme on l'est tous, il faut comme se le pardonner tout en même temps, puis avancer sur un autre bord. Mais là, t'es-tu correct? Tu sais, ton chum est décédé. Mon chum n'est pas décédé. On s'est parlé juste avant que je parte. Il m'a dit oui, vas-y, je suis correcte. Fait que, mais j'ai hâte d'y parler quand même après, ça c'est sûr. Je comprends. Pars-nous sur le dossier. Ouais. À Babord, ça fait combien de temps que ça existe? À Babord a fêté son 20e anniversaire. En fait, là, on est rendu à 22, là, mais son 20e anniversaire l'an passé. Là, fait que ça a été un événement avec comme vraiment beaucoup de monde, des collaborateurs, des partenaires, des personnes qui sont impliquées. Fait que ça fait comme plus de 20 ans que ça existe. Puis c'est quand même important de le savoir, là, que ça fait plus de 20 ans qu'un espace, c'est comme autonome, autogéré, où c'est presque seulement des personnes bénévoles, militantes qui participent. Puis ça existe encore. Fait que c'est quand même intéressant de se dire là, qu'il n'y a pas une structure, il y a une structure pour que ça existe, là, administrative quand même, mais sinon la plupart des gens sont bénévoles, à la fois dans le comité d'édition, à la fois dans les réflexions, les personnes qui écrivent aussi sont bénévoles. Ah ouais, les personnes qui écrivent les textes sont pas payées. C'est malade. En fait, ça veut dire que la mission est tellement importante que ça précède le désir de rentabiliser. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que vous avez des subs? Ou juste de fonctionnement, genre? Bien, par le passé, il y avait des subs. Mais justement, ça a été coupé, comme d'autres subventions dans le milieu culturel. Fait qu'il y en a de moins en moins. Là. Fait que vraiment, ça fonctionne quand même surtout avec les abonnements, avec justement l'achat de publicité. Là. Mais on tente d'avoir de l'achat de publicité de groupes syndicaux, de groupes qui sont affiliés avec nos valeurs quand même également. Fait que c'est quand même limité comme budget. Fait que c'est sûr que dans le fond, c'est ça qui rend ça, c'est précaire en fait. Parce que justement, comme si les gens se désaffilient, mettons, en masse, il y aurait peut-être plus ça. Une revue comme ça de gauche qui tente d'unir, en fait, des gauches plurielles, d'amener différentes voix, de réfléchir ensemble. Fait que ça, c'est quand même précieux à avoir au Québec. Mais je suis d'accord. Moi, j'avoue que n'importe qui donne des pages à Anarchet, je suis down. À chaque fois. Non, mais tu sais, Marie m'a dit tu sais, on passe sur la revue à Babord, puis j'avoue que je connaissais pas tant. Puis là, elle m'a juste donné une couple d'infos, puis elle a nommé Anarchet, puis j'étais comme, yes, let's go. Parce que moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans ma pensée anarchiste. C'est vraiment quelqu'un que je respecte extrêmement. Mais je trouve que justement, ça montre quelque chose, ça, d'avoir un espace qui donne de la place à une autrice comme ça. Pour moi, ça veut tout dire. Ouais. Tu sais, elle écrit pas dans la presse, Anne. Non. C'est drôle à dire, hein? Je sais pas pourquoi. Un quotidien qui veut mieux servir son public. C'est ça, la presse. Faudrait qu'on demande à la presse. Faudrait se pencher là-dessus. Non, mais dans celui qui est sorti au début du mois de décembre, c'est un dossier épicerie fin de justice. Puis il y a 7 Père Noël. Plus que ça, non? 7 lutins, ouais, c'est ça. Trop, qui ont fait une action dans un métro bourgeois. Notre épicier? Métro. Profession. Notre huissier. Puis là, je trouve que c'est dadon en tabarouette qu'on se rend compte aujourd'hui pour parler de ça parce que ces actions-là vont être répétées.
ce groupe-là est mobilisé pour montrer à quel point la population a faim et tannée, que il y a des gens qui font des profits records chaque année avec la vente de denrées. Tu sais, c'est un besoin essentiel, se nourrir. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Des actions comme ça? Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment important, dans le sens qu'à la fois pour visibiliser l'enjeu, on s'entend, pour les gens qui ont mangé la nourriture, oui, pour visibiliser l'enjeu aussi, là, je pense que le fait qu'il était déguisé, ça augmente aussi cette idée-là, dans le fond, le mythe qu'on parle, là, de comme les Pères Noël redistribuent des denrées. Je trouve que c'est important, en fait, c'est sûr. Puis après ça, tu sais, c'est que les épiceries nous volent. Les épiceries bannières volent à la fois comme dans notre budget, là, ça coûte cher l'épicerie, mais nous volent aussi dans notre possibilité de nous nourrir, dans qu'est-ce qu'on a accès à acheter, quel type de nourriture on peut acheter, quels produits sont vendus, ça nous nuit dans notre santé, dans notre accès au territoire. C'est multiple. Le petit don à la caisse Interact, faites-le, vous, le don. Pourquoi vous me demandez 2 piastres de plus? Puis en plus, quand tu fais un don, c'est ce que j'ai appris cette semaine, et eux, ils peuvent le déduire de leurs bien sûr. impôts. Ben oui. C'est ton don, mais c'est leur don au sens de la loi économique. C'est eux qui font un don. Donnez l'argent directement à Enfant Soleil, si vous voulez donner à Enfant Soleil. Donnez-les directement à quelqu'un. Comme non, mais pour vrai, donner 20$ à quelqu'un assis par terre qui a faim, ça va se rendre direct. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de palier d'évasion fiscale entre les deux. En tout cas, mais je trouve que c'est intéressant que tu dises ça, par exemple, que oui, les épiceries nous volent, puis je pense qu'il faut recadrer les débats des fois, parce que là, on l'a vu déjà dans la couverture médiatique de cet événement-là, que plusieurs médias bourgeois vont tout de suite sur le « ça n'a pas de bon sens, puis c'est du vol, puis un crime, c'est un crime, puis un vol, c'est un vol », mais... À un moment donné, qu'est-ce qu'on est censé faire si les gens ne peuvent plus manger, puis que la nourriture est embarrée derrière des cadenas puis des portes barrées d'épiceries qui, eux, vont aussi barrer des containers maintenant en arrière de bouffe jetée. Puis comme tu le mentionnes, ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'ils ont comme le monopole aussi sur la distribution. C'est pas comme si tu avais le choix de pas aller à l'épicerie puis de dire, moi, je vais aller à côté je vais aller à Coop. Acheter mes petits légumes. Il y en a presque pas. Il y a quelques initiatives, des fois autres, dépendamment de où tu es, aussi dans la ville, dans quelle ville. Mais dans les faits, c'est eux qui ont 97% du monopole de la vente d'aliments. Sont 4 grandes bannières, hein? Sont 5 grandes bannières. Oui, il y a un dossier justement sur les grandes bannières qui parle que comment est-ce que Loblaws, Metro, Sobeys, Walmart et Costco, dans le fond, les 5 ensemble, se partagent tout. En fait, toutes les autres sous-chaînes d'épicerie à chaîne sont partagées en dessous de ces 5 grands chapeaux-là, qui finalement se partagent tout le marché. Fait que même si on se dit « Hey, je vais aller au Maxi économiser de l'argent », ben Maxi appartient à une assez grande chaîne, là. Fait que dans le fond, ils se partagent tous les marchés, ils se partagent tout, de l'alimentation. Puis même après ça, les épiciers indépendants qu'il va y avoir, ben risquent d'acheter leurs produits chez les grandes bannières pour pouvoir les revendre. Fait que c'est vraiment eux qui contrôlent. Ils sont à la fois revendeurs et grossistes, donc? Ils peuvent être grossistes, puis même si, mettons, il existe le Costco entreprise, là, où des entreprises vont aller acheter, mais sinon, plein de petits épiciers ou des panneurs aussi vont aller acheter, en fait, dans d'autres épiceries pendant que c'est en vente, dans d'autres milieux, pour les revendre après, soit dans le fond comme grossistes, mais soit aussi dans des petites épiceries où tu pourrais voir des gens qui revendent, parce que ou d'autres, est-ce que tu vas acheter? C'est eux qui contrôlent qui peut vendre. C'est eux qui contrôlent même beaucoup des produits qui sont produits et qui sont emmenés au Québec. Donc, ils contrôlent vraiment tout ce qu'on mange. C'est monopolistique qu'on appelle ça. Hein? Tout à fait. Puis ils finissent aussi par contrôler la production parce que ce qui contrôle la distribution décide aussi, après ça, un producteur peut pas faire ce qu'il veut parce que s'il t'en achète pas, ben finalement, ça te sert à rien, puis tes topinambours sont en train de mourir pourris là, dans la chaîne. Ne soyons pas durs. Ce qu'on nous vend en vente est aussi dégueulasse, ou sur le bord de passer date, ou moins. Je m'en fous que ça soit pas beau, mais je vois la différence entre des carottes du Maxi et des carottes du producteur directement. Là. Ben l'été, on le voit dans les kiosques. Là, eux, ils congèlent à des températures précises. Là. C'est vraiment une grosse technologie pour garder la nourriture super longtemps. Des fois, tu achètes des carottes, puis ça fait 5 mois qu'ils sont au frigo, tu sais. Ben c'est que je pense que quand le capitalisme s'applique à des besoins essentiels, on voit plus rapidement le problème. C'est-à-dire qu'eux autres, ils vont juste appliquer la même théorie capitaliste économique que, mettons, les gens qui vendent des radios. C'est juste que là, comme on a besoin de fruits et de légumes pour ne pas mourir, mais ça devient plus rapidement indécent quand on se retrouve dans des moments de crise comme maintenant, où les prix explosent, puis c'est 1 000 $ de plus à chaque année en épicerie. Depuis 5 ans. Donc, c'est maintenant 5 000 $ par année de plus. C'est immense. Tu sais, quand on pense que le salaire médian au Québec est de 39 000 $, 5 000 $ de plus, pas 5 000 $ total, parce qu'il y avait déjà... Qu'est-ce qu'il y avait un coût à la base? Ça coûte 16 000 $ par année pour une famille de 4, tu nous Comment t'es supposé... C'est ça, plus que la moitié du salaire médian québécois. Fait que déjà, tous les gens qui sont payés au salaire minimum,
impossible. Puis même au-delà de ça, tu te retrouves pris à la gorge, surtout quand tu combines ça avec le logement. Puis je pense qu'en ce moment, ça, c'est les deux enjeux qu'il va falloir que la gauche focus dessus beaucoup. Les deux conditions matérielles de base, le toit sur la tête puis la bouffe dans la bouche. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Puis on s'est quand même fait beaucoup diviser par les politiques d'identité des dernières années. Pas que c'est pas important. Je pense pas qu'il faut, comme tout, revirer ça du bord de la main. Il y a clairement des choses intéressantes et importantes à nommer là-dedans. Mais là, si on veut se rassembler, il va falloir le faire autour de choses qu'on a en commun, pas de choses qu'on a... Il va falloir commencer à haïr collectivement Galen Weston. Là. Oh mon Dieu, moi, c'est déjà commencé. Là. Genre, venez me rejoindre, là! Puis il faut aussi comprendre, en fait, c'est quoi l'enjeu. Dans ce que, tu sais, les prix à l'épicerie, je pense que c'est ce qui rallie les gens en ce moment. Parce qu'on voit les prix qui augmentent. Mais tu sais, dans l'article de Simon Laplante puis de Leslie Touré-Capot, il montre en fait que si on parle juste de l'épicerie, on efface une grosse partie du problème. On efface que c'est un système colonial à la base qui a mené avec qu'est-ce qu'on a accès au Québec comme alimentation. Dans le fond, dans la colonisation de peuplement, on a effacé en fait beaucoup de traditions culinaires puis alimentaires dans le fond des Autochtones, avec comment est-ce que le Québec s'est développé sur ce territoire colonisé. Dans le fond, on a gardé en fait à une certaine élite agraire, blanche, francophone, l'accès à l'agriculture. Fait qu'en ce moment, au Québec, les gens qui peuvent faire de l'agriculture, c'est surtout les mêmes personnes. Fait que des personnes racisées, les personnes autochtones qui voudraient en fait se réapproprier l'agriculture ou en développer, rencontrent beaucoup plus d'obstacles à le faire. Fait que qu'est-ce qui se rend finalement dans les épiceries? Il y a juste certains produits qui sont accessibles. Fait que quel type de nourriture est-ce qu'on a accès finalement à un prix qui est comme un peu plus abordable que des produits qui sont vraiment très, très rares. Fait que c'est de penser l'épicerie, oui, en termes de prix, mais aussi en termes d'accès. De l'accès aux différentes manières de manger, de penser l'alimentation, l'accès aux personnes en situation de handicap aussi, qui n'ont pas accès. Tout notre système est basé pour que certaines personnes puissent manger, puis les autres, arrangez-vous. Fait qu'il faut parler de prix, absolument, c'est un enjeu, mais il faut aussi parler de tous les autres obstacles à l'alimentation qui existent dans notre système d'épicerie en ce moment. Bien, tu dis ça, puis ça me fait penser que j'ai l'impression que dans les 30-40 dernières années, tout ce qu'on discute autour de l'alimentation, puis là, je pense, mettons, autant aux chefs à la télé qu'aux produits disponibles de plus en plus congelés, pré-préparés, c'est aussi tout en lien avec le travailleur qui n'a pas le temps, qui doit donc rapidement manger et quitter, et revenir et manger rapidement et s'occuper des enfants vite puis aller se coucher aussi. Fait que donc, on réfléchit tout ce système d'alimentation-là puis de ce qu'on met dans notre corps en fonction autour du temps travail qu'on a pour y allouer en fonction du travail. Puis c'est la même chose pour le sommeil, par exemple, qui est un autre besoin de base, où c'est ça, là, les gens essayent de figurer. C'est-tu possible de dormir 6 heures par nuit puis d'être correct? Tu dis, hey, tu sais, ça, c'est quand même des besoins de survie, là. On parle pas de luxe là, quand on parle de dormir ou de manger. Si tu le fais pas, tu vas mourir. Mais on dirait qu'on a perdu le fil conducteur du sens de ces choses-là. On n'a plus le temps. On va le faire à Noël, par exemple. On va préparer un souper, on va prendre le temps. Mais ça arrive 3 fois par année qu'on se donne ce temps-là? Le restant du temps, on a accès à des trucs congelés, sous vide, déjà prêts, pitcha dans l'eau chaude. C'est du porc effiloché, c'est fait par Marie-Lou. Puis là, t'es comme, attends une minute, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas le temps de faire du porc? Il y a ça aussi, comme pourquoi j'ai pas le temps de me préparer un repas? C'est quand même spécial. Oui, puis ça, on peut faire le lien avec le capitalisme. Parce que, c'est le capitalisme qui nous a appris qu'il fallait qu'on cuisine dans des micro-ondes, là. On cuisine dans des micro-ondes dans les années 80. C'est vrai. Comme qui nous a appris, en fait, notre modèle alimentaire qu'on a au Québec. Amélie Côté parle, en fait, que comme avant, les gens mangeaient presque seulement des produits de saison. On mangeait des produits de saison parce qu'ils poussent au marché, c'est ce qu'on a accès. Et là, à un moment donné, le capitaliste nous a comme diffusé l'idée que, en fait, ce serait donc bien le fun de manger des produits hors saison et on peut les mettre dans des cannes là, de conserve. Ça va durer plus longtemps. Puis, tu sais, dans son article, elle présente le fait qu'avant, les gens se méfiaient des cannes de conserve. Ça va être moins bon, ça va être moins frais, c'est bon pour la santé. Mais avec les publicités, et à quel point c'est pratique. On a diffusé ça. Et après ça, il y a eu une période au Québec où les gens mangeaient surtout des aliments en canne. Ouais. Là, maintenant, il y a un retour à essayer d'aller choisir ses fruits et légumes pour les gens qui peuvent se le permettre. Mais dans le fond, c'est encore un enjeu de classe. Il y a des gens qui ont accès à des produits congelés en canne et d'autres qui peuvent aller acheter leurs petits produits bio. Fait que finalement, dans le fond, c'est le capitalisme qui nous a enseigné qu'on pouvait ou qu'on devait vouloir ça. Avoir le temps de cuisiner, c'est aussi une forme de bourgeoisie puis de privilège. Puis les aliments congelés, déjà préparés, coûtent beaucoup plus cher. Fait que c'est comme garder les gens pauvres que
mettons, le travailleur d'usine n'a pas le temps de cuisiner, mais doit préparer des repas pour sa famille, va moins bien manger, espérance de vie écourtée par ça aussi. Ça me Et aussi, sidère. ça fait penser beaucoup à une autre conséquence de ça, c'est la déconnexion avec la nature, de plus comprendre quand est-ce que ça pousse quelque chose, d'où ce que ça vient. T'es supposé en avoir ici. Tu sais, c'est spécial des fois de juste réfléchir à combien il y a d'ananas en ce moment sur l'île de Montréal. Autant sur les tablettes que dans les congélateurs en arrière, dans les frigos et dans les centres de distribution. Il doit y avoir des dizaines de milliers d'ananas. On est en plein hiver. Qu'est-ce qui... Je veux dire, puis il y a personne qui trouve ça bizarre. Moi, j'haïs ça, manger de la mangue. Je trouve... En fait, je reprends ma phrase. T'adores manger de la mangue. J'adore la mangue, mais je me rappelle qu'il y a 50 ans, ma mère, dans son bas de Noël, avait des oranges. Et n'avait peut-être jamais vu une mangue. C'était complètement fou. J'étais au secondaire, la première à manger des avocats sur l'heure du dîner parce que mon père était un peu hippie puis avait voyagé puis avait goûté l'avocat. Mais au Québec, l'avocat, c'est récent, là. J'ai l'impression que l'avocat a été amené par Subway. Moi, je me semble que je me souviens de l'explosion de l'avocat. C'est Subway qui l'a amené sur son menu dans les années 2005-10. Préparez-vous, mon cher, c'est le temps des avocats. Chez Subway, ça va vous plaire à chacun de vos repas. Puis là, ça a comme démocratisé. Quand les grandes chaînes comme ça de distribution alimentaire décident d'en faire un staple, là, ça rentre, on dirait, dans l'inconscient collectif. Ça devient quelque chose qui est comme pour tout le monde. Mais c'est pas normal, puis on opprime des gens en mangeant ça. J'allais dire, il faut aussi se rappeler que ça dépend on est où. Tu sais, là, nous, on est à Montréal en ce moment quand on discute. Mais tu sais, je parlais dans un projet avec une fille qui venait du Saguenay, qui, elle, finalement, n'avait jamais vu d'avocat. Tu sais, je pense qu'il y a 5 ans. Elle connaissait pas les avocats du tout. Mais comment est-ce qu'il y a aussi un enjeu de géographique? Tu sais, à Montréal, on a accès à plus de produits. True. Mais tu sais, dans les régions qui sont plus éloignées, finalement, ben, c'est encore plus difficile. En fait, les produits sont, encore plus chers, encore moins diversifiés. Sont maganés. Fait qu'à quel point, tu sais, justement, les enjeux alimentaires traversent tout, en fait. Traversent à la fois, tu sais, comme les inégalités de classe, mais aussi de territoire, urbain, région, d'accessibilité physique, mentale. Tu sais, dans le fond, c'est que l'alimentation, ça réunit tout le monde, mais aussi les enjeux d'inégalité en alimentation concernent toutes les autres problématiques sociales. C'est bon d'avoir ces réflexions-là, puis il faut réfléchir à ces choses-là profondément, puis aller voir tous les angles. Puis après ça, je pense que l'important, par exemple, c'est de se ramasser pour voir quel message aussi on va envoyer. Parce que je pense pas que c'est important nécessairement que tout le monde aille aussi loin dans cette réflexion-là. La population n'a pas le temps non plus tout le temps. Les travailleurs n'ont pas le temps là, de se rendre dans nécessairement toutes ces réflexions-là. Mais les gens qui pensent à ça, qui réfléchissent, qui écrivent là-dessus, c'est bien. Après ça, il faut se ramasser, par exemple, puis se dire, OK, comment on va maintenant ramasser tout ça pour en faire un discours qui est pour tout le monde, qui est simple, qui nous ramène tous ensemble. Il y a un texte là-dedans dans la revue, hein? Dans votre manifeste pour le dossier, au début, vous dites « Comme bien des besoins de base, l'alimentation a été appropriée par de grandes entreprises où l'acte de se nourrir devient pour ces entreprises une façon de s'enrichir. » Fait que c'est comme le logement, c'est de spéculer sur un besoin de base. Puis à un moment donné, on va pas attendre de se battre pour les bonnes denrées. Là, il faut agir maintenant. Puis pourquoi aussi nos gouvernements sont si pissous de mettre leurs pieds à terre devant ces corporations puis ces lobbies-là? C'est quand même fucked up. Je te dis. Parce que c'est le même monde. Ouais. C'est la même classe de gens qui nous dirigent, qui dirigent les médias, puis qui possèdent le capital, puis les compagnies. Qui nous appauvrissent. Il y a littéralement, là, tu sais, c'est pour eux, c'est horizontal, le déplacement qui se fait entre ces lieux-là. On le voit, là, il y a de plus en plus de gens des médias qui se ramassent en politique, et vice-versa. Les gens quittent la politique, deviennent commentateurs dans les médias, les gens, donc, qui nous envoient l'information. Puis tout le patronat, c'est eux aussi qui reçoivent des postes de ministres, qui font du back and forth, ils quittent la politique, puis ils se retrouvent consultants pour des compagnies. Fait que c'est toute la même classe de gens. Fait que c'est pas qu'ils manquent d'audace ou de courage, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils travaillent pour eux et leurs désirs, puis ils travaillent jamais pour nous. Pour moi, ça, c'est évident. Oui, puis quand on parle de spéculation immobilière, mais il faut aussi parler de spéculation des denrées. Puis c'est ce qu'Ali Robdani parle dans son texte, en fait, que comment notre système mondialisé d'alimentation fait que, dans le fond, ben, il y a une surabondance de nourriture, d'ananas à Montréal, de produits frais, dans des pays qui sont riches, puis le pas riche, on va dire des pays qui ont volé d'autres pays, alors que dans les pays, en fait, qui ont été volés par des pays colonisateurs, ben là, finalement, il y a un grand manque d'accès à l'alimentation. Puis, on a vraiment la vision de, des pays, entre grands guillemets, des pays pauvres, là, ils n'ont pas à manger. Ben, s'ils n'ont pas à manger, c'est parce qu'on leur a volé leurs ressources, on leur impose des manières d'agriculture. Pour nous. La première chose qui va sauter, là, quand c'est le café. C'est le café, là. Mais le café, mais tu sais... Pourquoi on ne boit pas du chaga ici? Ça pousse ici, le chaga, c'est délicieux. Ça a des propriétés super intéressantes, antioxydantes. Où est-ce que c'est disponible?
Où est-ce que tu peux acheter c'est ça? disponible pour les bourgeois. Parce que les Autochtones n'ont plus accès à ces terres-là pour... Tu sais, voyons, Chris... Puis parce qu'un distributeur n'a pas encore décidé d'en faire un produit à large éventail de vente, là, c'est tout. Et parce que toutes les alternatives sont diffusées comme étant un petit peu louches. Dans le sens qu'après ça, par exemple, Amélie Côté, dans son texte, parle de comment est-ce que toutes les alternatives à la production de déchets dans les épiceries sont vues comme étant louches. Exemple, le zéro déchet, ça coûte cher. Il y a juste certains produits. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour les riches. Alors que, tu sais, si on repense autrement l'accès à des produits sans déchets, tu sais, justement, acheter des produits au marché, si les marchés étaient plus accessibles, ce serait zéro déchet. Mais comme on a cette vision-là du zéro déchet comme étant des petits bocaux en vitre dans les épiceries fines, ben on ne diffuse pas la possibilité qu'il y a moyen de penser autrement Même nous, l'accès on aux a ce épiceries. préjugé-là. On en a parlé l'autre jour. Je voulais aller chez Vrac et Bocaux. Puis là, j'étais comme, oh my God. Dans le fond, les bins là, sèches, là, je pense qu'ils coûtent le triple de l'épicerie. Mais c'est pas nécessairement vrai. C'est juste que ces endroits-là sont pas démocratisés. Il y a un texte dans la revue. Comment c'est... Dans le fond, c'est révolutionnaire. Puis c'est ces endroits-là qu'il faut fréquenter. Ben déjà, ils sont pas à tous les coins de rue, fait que moins disponibles. Ouais, mais aussi, quand t'es pauvre, t'as pas le temps d'amener tes bocaux C'est là-bas. T'es dans l'instantané. Tu veux manger vite pour poursuivre ce que t'as à faire vite, tu sais. Oui, c'est ça. T'es dans le cercle cause-conséquence de... Les j'ai pas pauvres le temps, sont fait bien que j'ai plus pas le occupés que les riches à essayer de survivre, là. Absolument. Tout à fait. Absolument. Puis t'as pas le temps de faire 8 épiceries différentes pour trouver chacun produit. Tu fais une épicerie qui te permet d'avoir le plus de choses. On essaie d'avoir le meilleur prix accessible sur le marché. En une fois, effectivement, on n'a pas le temps de faire comme tous ces petits commerces-là. Puis là, si t'es en situation de handicap, si t'as une famille nombreuse, c'est juste plein de freins de plus à pouvoir essayer de se nourrir dignement. Oui, puis savoir cuisiner, c'est aussi une affaire de riche. Ben, c'est-à-dire aussi, des fois, tu sais, quand je vois des espèces des fois, il y a de plus en plus de reportages de type un souper pour 4 personnes à moins de 20 $, mais ça implique que t'as la poêle, que t'as les instruments pour le faire. Tu sais, ils comptent jamais ça dans le coût de ce souper-là. T'en as-tu, toi, une grande casserole? T'en as-tu un creuset? T'as-tu une poêle de tel type? T'as-tu les instruments que ça prend? T'as-tu le temps? T'as-tu les épices? Puis t'as-tu aussi déjà fait ça? Parce que c'est pas facile, cuisiner. C'est un skill, cuisiner. Puis comme n'importe quoi, ça prend du temps, développer ça. Puis c'est ça, je pense, c'est parce qu'on en a parlé, je pense, au 2e épisode de la saison, mettons, du véganisme, mettons. Puis je trouve que si on pense à la gauche et à l'alimentation, c'est probablement ça qui va ressortir des dernières années. Ils sont véganes. Non, mais... Puis c'est pas faux. Puis je dis même pas que c'est mauvais ou rien, mais ça reste quand même que c'est déconnecté du besoin de base qui est juste de manger. Il y a des gens qui sont pas en train de se demander s'ils mangent trop de viande, ils sont en train de se demander s'ils mangent assez. Point. Final. Fait que c'est pas... Ils ont pas le temps de figurer comment faire une aubergine. Ils l'ont jamais fait, ça. Puis ils peuvent pas prendre la chance que les enfants, ils en veulent pas. Parce que là, genre, j'ai pas d'autre argent pour aller acheter de quoi, commander du Saint-Hubert si ça marche pas. Fait que je vais juste prendre le steak haché parce que whatever. Puis je pense que c'est là que la gauche, il faut juste qu'elle allume. C'est pas que le véganisme, mettons, c'est pas important. Puis que c'est pas une lutte anticapitaliste. On sait très bien là, que l'industrie de la viande, c'est terrible à plein d'égards, là, écologiquement, économiquement, de plein de façons. Mais pour les gens qui ont de la misère à manger, je pense que de leur parler de ça, ça les déconnecte aussi de la gauche puis de nos conditions matérielles. On partage. Ils se sentent exclus. Ben, moi, je crois. C'est vrai, la gauche, c'est assez. La gauche est bourgeoise. La gauche est bourgeoise. Oui, mais tu sais, puis moi, ça, c'est une de mes luttes, là. Moi, je suis tannée qu'on parle de la gauche. Je suis d'accord. Comme, on peut-tu arrêter, juste comme bannir la gauche et parler des gauches? Parce que la gauche, les bourgeoises, on s'entend, là, je sais à quelle gauche vous référez, je suis bien d'accord avec ça. La gauche médiatique, en fait. Non, La gauche qui a le exact. micro. Ouais. Mais comme on dit souvent ça, la gauche est bourgeoise, ça efface que, tu sais, mettons, la gauche anarchiste, qui l'est peut-être moins, tu sais, ça efface quand même d'autres personnes qui sont dans la gauche. Tu sais, moi, j'ai même commencé à me dire que, est-ce que je me dis que je suis de gauche? Tu sais, est-ce que je pense que techniquement, j'ai des valeurs qui seraient plus? Oui. Mais quand les gens se disent, moi, je suis de gauche, puis je suis pas d'accord avec tes valeurs. Fait que, tu sais, je trouve que comme, tu sais, est-ce qu'on peut, tu sais, comme, c'est ça, mais je suis d'accord. La gauche qu'on entend parler est bourgeoise. La vraie gauche est solidaire et dans les cuisines communautaires, a fait des dossiers sur... Elle travaille bénévolement sur des textes, elle s'implique dans son quartier. Ça, je suis super d'accord avec ça. Puis c'est vrai qu'il faut faire attention des fois dans le lexique qu'on utilise. Mais en fait, je pense que c'est ça. Moi, ce que je vois quand je pense à ça, c'est justement cette gauche médiatique, cette gauche politique même, qui n'est pas gauche. Qui est centriste. Qui est centre-droit au maximum. Au maximum, son centre-droit. Mais c'est le parti le plus à gauche. Fait que donc, on est comme, c'est la gauche. Mais en fait, c'est pas la gauche. Tout dépasse la gauche et la droite en ce moment. C'est nos conditions matérielles. Oui. Faut arrêter de défendre les épiciers parce qu'ils ont été volés. Il faut aller voler les épiciers. Comme, genre, ça suffit. Là. Comme Galen Weston ne veut pas votre bien. Littéralement, il veut juste son patrimoine. Tu sais.
Puis les propriétaires ne veulent pas votre bien. Peut-être que tu es un bon propriétaire. Puis de toute façon, on veut pas mettre des têtes sur des pics, là. Ce qu'on veut, c'est juste se retrouver des conditions matérielles possibles pour tout le monde. C'est tout. Si ces gens-là veulent pas nous les donner, ça se peut qu'on doive les pousser un peu. Mais je suis d'accord, je trouve que c'est important. En tout cas, moi, c'est quand même quelque chose que je me dis de plus en plus cette année, en réfléchissant, en jasant, en rencontrant du monde. C'est pas qu'il y a des combats qui sont pas importants, mais je pense que là, si on recentre sur des conditions matérielles de base, c'est là aussi qu'on a tous ça en commun. Oui. Ou en tout cas, 80% de la population a ça en commun. Oui, puis quand on regarde le dossier, c'est ça que le dossier montre, en fait. Plein de manières différentes d'aborder le système des épiceries, plein de manières différentes aussi de penser les solutions au système des épiceries. Par exemple, Jessica Dufresne parle du droit à l'alimentation. Comment c'est important d'avoir comme alternative une loi cadre qui va imposer en fait des cibles à atteindre, qui va avoir un cadre juridique qui va imposer en fait qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, avoir une vision. Alors que d'autres personnes comme Simon Laplante, Plessis Touré-Capot vont parler de jardins communautaires, de frigos collectifs, de frigos partage. Les coops d'épicerie. Pourquoi on n'a pas ça au Québec? Are we insane? Genre, il faut ça maintenant, là? Exact. Et au Québec, puis on en parle, on l'a présenté dans un texte sur les alternatives au supermarché, David contre Goliath. 3 modèles d'épicerie à but non lucratif qui existent, dans le fond, qui fonctionnent différemment, mais qui cherchent à repenser le rapport à l'alimentation. Fait que, il existe plein d'angles différents pour repenser notre système d'alternatives. Selma Coudry parle de comment c'est important quand on pense aux épiceries, on doit penser à la diffusion de l'information. Si l'arrêt de bus est annulé, il faut que ça soit diffusé à tout le monde. Comme ça, même les gens qui n'ont pas accès à l'information peuvent le savoir. Hey, l'épicerie n'est plus accessible de telle période à telle période. S'il y a un déplacement des produits dans l'épicerie, on refait l'épicerie de ça gosse tout le monde quand les épiceries déplacent leurs choses. Mais pour, par exemple, des personnes qui ont des difficultés visuelles, qui apprennent par cœur, sont où chacun les aliments, si les choses sont déplacées dans l'épicerie, c'est fini. Ils peuvent plus faire leur épicerie tout seuls, de manière autonome. Fait que quand on pense au système des épiceries, il y a plein d'alternatives, il y a plein de solutions, il y a plein d'éléments qui existent comme solutions, qui sont testés dans plein de pays aussi comme solutions. Il faut juste vraiment en parler, les diffuser, puis se réunir autour de ça, le fait que tout le monde devrait pouvoir manger. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, en soi, c'est un enjeu intersectionnel. C'est ça, il y a une certaine gauche qui s'est un petit peu perdue des fois, je crois, dans ces affaires-là, qui sont pas désintéressantes, mais le fait de manger, c'est intersectionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens à l'intersection de toute leur réalité individuelle qui doivent manger. Fait que je pense que si, politiquement, disons, on va aller de l'avant puis faire des grands gains, si on ne lâche pas la classe politique avec manger, se loger, lâchez-moi avec le niaisage de qui, subvention quoi, université, ça, on s'en fout. C'est 1,5% de la population qui est impliquée dans ces affaires-là, de qui a une subvention, qui est film, est-ce qu'il faut... Non, on s'en fout. Les gens, on a tous besoin de manger. Ça, on les lâche pas à tous les jours, toutes les conférences de presse. Comme j'ai pas lâché pour Christian Rioux, puis finalement, il est parti du devoir. Bye, Christian! Censuré après 30 ans. Incroyable. On a beaucoup ri parce que... Ah oui, vraiment. Non, mais ça se peut pas être censuré de même. Imagine, en fait, lui, pour ne pas être censuré, il aurait fallu qu'il puisse écrire dans le devoir jusqu'à sa mort. C'est comme ça. C'est fou quand même. C'est comme ça, les vieux hommes à casquette. Je pense qu'on appelait ça un privilège. Ah, tu penses? C'est intéressant. Va falloir noter ça quelque part. Mon Dieu. En fait, on est tous censurés du devoir parce que personne ici écrit pour le devoir. C'est vrai. Voilà. Hey, j'avais jamais vu ça de même. Je vais faire une plainte à l'Ombudsman. Mais on dirait quasiment qu'il y a un système qui est fait pour que juste certaines personnes ont accès à écrire dans le devoir. Au point où ils s'en sont convaincus que c'est un droit pour eux. C'est tellement drôle parce que Christian Rioux arrêtait pas dans les 30 dernières années, puis là, je parle de tous les chroniqueurs de droite, il parle de tellement de choses insignifiantes, puis il nous craint avec ça, il craint la population générale avec ça, mais littéralement, parle jamais de nos conditions matérielles ou de l'argent parce qu'ils sont bourgeois, oui, mais ils sont pas dans les luttes, eux, sont dans l'idéologie. Je pense que c'est volontaire au maximum. Ouais, ils savent que ça, c'est un terrain qui est miné pour eux. C'est-à-dire que s'ils commencent à parler des conditions matérielles, c'est là que les gens vont réaliser qu'ils n'ont pas les mêmes. Mm-hmm. Fait qu'ils ne peuvent pas aller là. Puis de deux, je pense que l'idéologie... Ça les intéresse pas. L'idéologie sert aussi à ne jamais se questionner sur les conditions matérielles. C'est un peu comme c'est la grande pièce de théâtre qui fait que, justement, t'es fâché contre du monde que t'as jamais rencontré. Puis pendant ce temps-là, ben, tu vas à l'épicerie, mais t'es comme pas en train de réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer, puis pourquoi t'as plus accès à la boîte de biscuits, puis pourquoi faut que tu fasses le choix maintenant entre le brocoli puis les asperges. Il faudrait des chroniqueurs pauvres, en fait, puis pas juste à bâbord. Non, mais c'est pour vrai. Il faudrait des chroniqueurs pauvres dans les grands médias pour, genre, ramener la fenêtre d'Overton, des besoins de base, puis des droits aussi. Mais c'est super important, effectivement, que les pauvres parlent. Ouais.
Mais on est là. Et se fasse confiance. Oui. Ben oui, qu'ils parlent, qu'ils se fassent confiance, mais aussi, tu sais, qu'on les diffuse. Dans le sens que Ouais. c'est aussi ça. C'est qu'on est tellement habitué d'entendre un modèle de prise de parole. Tu sais, qui est-ce qui s'exprime bien? Qui est-ce qui est beau pour s'exprimer? On s'entend, là, les gens qui ont accès à des tribunes, c'est souvent des belles personnes. Ce sont des belles personnes, des minces personnes, Ouais. des personnes qui n'ont pas plein d'acné. Tu sais, comme vraiment, puis on s'entend, quand tu as moins accès à l'alimentation, ben, tu risques d'avoir plus de problèmes de santé, qui peut mener aussi avec pas avoir, genre, tu sais... Le glow. Le glow qui fait que tu as accès à parler dans les tribunes. Fait que, tu sais, il y a vraiment un cercle vicieux qui fait qu'on n'entend pas certaines personnes, qu'on entend d'autres personnes. Puis, tu sais, dans leur article, Dimitri Espérance, Vanessa Girard-Tremblay parle à quel point, en fait, les épiceries, le fait qu'il y ait comme une compétition entre des épiceries de différents niveaux, les épiceries plus riches, les épiceries qui sont vues comme à rabais, ben, ça fait que tu te sens bien, en fait. Toi, tu as accès au IGA. Tu as accès à un beau IGA qui est beau, qui est propre. Avec des photos de gens qui ont volé là à l'entrée pour être bien sûr de les reconnaître dans ton quartier. Fait que toi, tu te sens bien d'aller là, puis tu te dis, hey, moi, j'ai accès à ça. Moi, je vais pas au vieux Maxi, tu sais, avec les néons. Tu sais, tu te sens bien. Fait qu'avec cette construction-là, en fait, d'épicerie à différents niveaux, bien, on construit cette perception-là que, hey, moi, je suis digne. Moi, je mérite cette belle épicerie. Moi, je vais pas à l'épicerie, entre guillemets, des pauvres. Et il y a Fait de que- l'espace dans les allées. Exact. Pour ma grosse sacoche et mes 3 enfants dans le panier. C'est fou. Mais ça, quand c'est même. malade. La construction de l'identité, comme la petite bourgeoisie, c'est beaucoup elle là, qui est prise là-dedans parce qu'elle n'a pas les moyens de la vraie bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie, Ou mais elle quelqu'un. a les moyens du paraître. Voilà. C'est-à-dire qu'elle sort quand même, on en a parlé avec Michel Clouscar, là, justement, de sortir de ses besoins de subsistance, c'est plus juste manger, c'est aussi affirmer un statut social à travers ton adhésion au capitalisme. Mais c'est coco, ça! Mon identité à moi n'a pas rapport avec les compagnies, je refuse, puis je pense que la plupart des gens doivent aussi être plus au courant de ça. C'est fou, parce qu'on vit à une époque individualiste, mais au final, notre identité n'est même pas créée par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Sur ça, les gens doivent un peu revenir sur eux. C'est pour ça que les gens portent des marques. Tu sais, Naomi Klein en parle dans nos logos de ça. On porte des marques pour s'identifier à des compagnies qui nous volent et qui volent des enfants et qui payent des villages et des pays. Fait que tu vois, avant de redevenir, je pense, des communautés, il faut aussi retrouver notre sens individuel réel et profond qui n'est pas seulement un mirage de ce que je consomme et ce que je suis capable de projeter. Il va falloir être capable de faire ça parce qu'effectivement, tu as 100% raison. Je veux dire qu'on le comprend tous ça, instinctivement, que justement à l'OIGA, c'est un petit peu plus... On n'est pas au Dollarama. Non, Ouais, c'est ça. C'est bien ici, puis quand justement tu vas au Super C, tu le sens que c'est comme une classe en dessous. Oui, puis la lumière et les couleurs sont choisies pour que tu décrisses. OK? Bleu et jaune, là, et rouge. Super C, jaune et rouge, là. C'est fait pour s'en aller, ça? C'est fait pour, comme le McDo. Il y avait eu des études là-dessus, le McDo est jaune et rouge pour t'agresser à ce fuck que tu manges ton burger et que tu décalisses comme Ben, tu fais Chris, dans c'est l'autre bon. personne. En tout cas, ça a marché sur moi, parce que je pense que ça fait 10 ans que je suis pas allé là. Maxi, Fait que- Maxi, c'est une expérience insupportable. Les fruits et légumes sont dégueulasses. Honnêtement, genre, ça donne pas le goût de cuisiner d'aller là. Le branding avec Martin Matt, les jokes, les Mais j'allais le dire, petits ça, eux autres aussi, par exemple, c'est ça, c'est que nous, on se brand à travers eux, mais eux aussi se brandent. Puis ça, avec on finit par se demander, parce que c'est toujours des porte-paroles, puis des gens, justement, mettons, Martin Matt puis Maxi, c'est un bon exemple, parce qu'au Québec, c'est gigantesque, c'est une très, très grosse vedette, il est drôle, il est aimé. Puis là, les gens associent Maxi à lui, mais si c'était illégal, ça, puis qu'il fallait qu'on voie les boss de Maxi dans les annonces, Sont on dégueulasses. trouverait ça moins sexy, probablement, parce que c'est probablement des Mais gens c'est- moins beaux. Phil, ces gens-là ne se montrent pas. Parce que Jamais. Les vrais riches, on les voit pas. Mais il devrait être obligé de se montrer. Mhm. Et déjà, peut-être qu'on pourrait voir à qui on donne notre cash. Puis moins se laisser avoir par ce genre de spectacle-là de construction identitaire de Maxi, ce n'est pas Martin Matt. Il va probablement même pas là. Martin Matt fait pas son épicerie, puis s'il la fait, c'est au IGA. Je peux te le dire. Est-ce que tu nous trouves radical? Ah, mais pas plus. On que est-tu moi. l'extrême gauche? Non. C'est une joke, Mélanie. Je trouve que, non, mais c'est intéressant parce que comme je pense qu'il faut avoir cette discussion-là. Parce que je pense que comme dans plein de milieux qui vont se dire, tu sais, un peu comme on s'est dit tantôt, là, c'est important de se rallier autour de quelque chose. Tu sais, relions-nous autour des conditions matérielles de vie, mais ça signifie pas d'effacer certaines expériences. C'est que si on se réunit autour des conditions matérielles de vie, on se dit, on se rend compte que justement, dans les personnes vulnérabilisées,
on s'entend, et les personnes non bourgeoises, il y a différentes expériences. Fait qu'il y a des personnes qui travaillent 3 jobs, qui arrivent à acheter des choses. Fait qu'eux ont le luxe par rapport aux gens en situation de handicap, par exemple, de pouvoir aller faire leur épicerie, même si on s'entend, ce petit luxe-là de pouvoir faire leur épicerie, c'est une nécessité, c'est pas réellement un luxe. Mais par rapport à des personnes qui ne peuvent pas faire leur épicerie tout seuls. Fait qu'ils arrivent à l'entrée. Des personnes âgées, genre? Par exemple, des personnes âgées ou des gens en situation de handicap, en chaise roulante, fait qu'ils peuvent pas atteindre les tablettes qui sont supérieures, vont devoir attendre puis demander de l'aide. Là, quand tu dois arriver et tu demandes de l'aide à la caisse, mettons, dans les grandes épiceries bannières, souvent, tu as accès à ça. Tu peux demander à un préposé de t'aider à aller faire l'épicerie. Mais là, déjà, il faut que tu attendes qu'il arrive. Ça se peut qu'il est débordé, tu sais. Il travaille dans une épicerie, il y a beaucoup de choses à faire, des conditions précaires. Fait que là, il te fait sentir que tu le déranges parce que, comme, tu sais, il n'y a pas juste ça à faire, il y a d'autres tâches à faire. Fait que là, toi, tu te sens mal d'y demander de l'aide, mais lui doit rajouter, ou elle doit rajouter ça, aller faire l'épicerie. Il revient avec ton épicerie, fait que tu n'as pas choisi tes produits. Ça se peut que si tu voulais un produit qui n'était pas là, il l'a remplacé par autre chose. Tu le sais pas nécessairement à ce moment-là, tu t'en rencontres rendu chez vous. Tu sais, fait il y a comme plein de niveaux, en fait. Puis l'allophonie aussi. L'allophonie dans les épiceries, dans certains quartiers, tu sais, tu trouves pas les choses, faut que tu te repères dans un environnement que tu n'as pas connu. En tout cas, tout ça est un full circle, dans le fond. Tout à fait. Fait qu'il y a plein d'expériences différentes qui nuisent au fait de pouvoir manger. Fait que si on parle des conditions de vie, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Faut qu'on parle du fait que, comme, dans le fond, il y a des gens qui ont facilement accès à ce qu'ils veulent manger, la qualité qu'ils veulent manger, la diversité qu'ils veulent manger, et toutes les autres, que c'est pas le cas. Fait que c'est dans toutes les autres-là que même si on n'a pas la même expérience. Tu sais, moi, j'habite à côté d'une petite épicerie en ce moment. Fait que j'ai accès rapidement à une petite épicerie à côté de chez moi, à but non lucratif. C'est le fun. Donc, en ce moment, je suis privilégiée dans le système des épiceries parce que j'ai accès rapidement. Mais il faut que je comprenne que d'autres gens doivent rouler 40 km pour se rendre à l'épicerie. D'autres gens doivent prendre 3 bus. Des aires alimentaires en Gaspésie, c'est un grave problème. Les gens doivent se rendre des fois faire 75 km pour se rendre à l'épicerie. Puis ça implique aussi que donc ça change les produits que tu peux te permettre parce qu'il va falloir que tu congèles des trucs parce que tu n'iras pas tous les semaines. Fait que là, peut-être que certains fruits et légumes sont comme pas possibles pour toi. Tu peux en manger pendant 2 jours, mais tu peux pas acheter ça pour ton 3 semaines. Là. Fait que là, tu finis par acheter du congelé. Tu sais, c'est ça. C'est vrai que tout le monde a des réalités différentes. Mais ça, tu vois, ça contribue au morcellement des classes, de cette impression justement dans la hiérarchie de moi, je peux me payer ça, mais en même temps, je suis aussi, c'est pas du luxe. Puis, fait qu'on dirait que ça fait qu'on se sent tous dans des tout petits groupes au lieu de se reconnaître tout le monde, même si j'ai pas exactement les mêmes problématiques que les autres sous-groupes, on a tous la même grande problématique d'accès, mettons, puis de juste de overall être capable de vivre ça sainement sans que ça soit un problème sur notre budget, sur notre réalité, sur notre temps. Puis c'est ça, je pense qu'il faut essayer de... Tu sais, dans l'unité, on va être capable de reconnaître nos différences. Mais si on part de nos différences, c'est là qu'on crée des hiérarchies les uns entre les autres. Puis que là, t'as des pauvres qui méprisent des pauvres. Puis là, t'es comme, OK, mais il faut arrêter ça, là, immédiatement. Tu sais, ça peut plus, là. Faut plus faire ça. Oui, ou qu'ils se disent, mais moi, ça me concerne pas. Je veux dire, ça te concerne peut-être pas là, mais ça va te concerner un jour. Ben là, je te dirais qu'il y a de moins en moins de gens qui doivent se dire ça. Ben justement, ça monte à chaque année. Puis à un moment donné, les premières années où tu vois, mais moi, c'est pas pire, j'ai un correct salaire. Là, j'ai l'impression que du monde qui font même des salaires qui étaient considérés comme bien ou confortables il y a seulement 5 ans sont soudainement, eux autres aussi, là, il y a de plus en plus d'argent qui va sur le crédit à chaque mois. Parce que les loyers montent, parce que la bouffe monte. Ils sont plus conscients, mettons, de la réalité des locataires parce qu'ils se rendent compte que leurs amis locataires ou leur famille locataire payent le même montant qu'eux en location de logement que eux, leur hypothèque. Parce qu'ils n'ont pas acheté au bon moment. Je sens qu'il y a de l'empathie d'un côté de mes amis propriétaires, petits proprios, là, qui n'ont pas de logement, mettons, qui n'ont pas des portes, là, des gens qui ont juste, mettons, un duplex ou leur logement ou leur condo, qui se rendent compte, aïe, tabarouette, j'ai des amis qui payent la même affaire que moi, puis c'est même pas à eux. C'est fou, hein? Je le sens, ça, cette empathie-là qui se lève tranquillement, ou genre du monde qui font 100 000 puis qui sont comme, j'ai aucune idée si je vais pouvoir prendre ma retraite. T'imagines? Tu sais, quand les gens qui font 100 000 par année sont pas sûrs qu'ils peuvent prendre leur retraite, c'est là que peut-être on peut leur allumer une lumière de « As-tu déjà pensé au monde qui faisait 30 000? » Qu'est-ce qu'ils font, eux, aujourd'hui? Tu sais, pas laisse faire la retraite, là. On pense même pas à ça. Moi, j'ai jamais pensé que j'allais avoir une retraite. Une fois de temps en temps, l'UDA m'envoie un chèque de 49 sous. Puis là, je suis comme, thanks. Genre, puis ils me demandent, c'est ça, voulez-vous le mettre dans le REER? Puis je suis comme, non, je pense que je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre, le 49 sous. Ça va aller. M'acheter un chewing-gum. Ouais, ben, puis et encore. Ouais. Mais non, mais en fait, j'allais dire, dans notre discussion,
en ce moment, il y a encore un angle mort, Ouais. qui est les personnes qui travaillent dans les épiceries. Fuck yeah, parle-nous de ça. Non, mais puis je pense qu'il faut qu'on en parle. Quand on parlait de travail social, on parlait, dans le fond, que beaucoup plus de femmes travaillent dans les métiers de santé et de services sociaux, encore plus de personnes racisées spécifiquement. Mais dans les épiceries, c'est la même chose. Dans notre système, en ce moment, nos épiceries sont basées sur le fait d'avoir des employés précaires, qui sont vulnérabilisés, qui n'ont pas de compétences, qu'on dit souvent. Fait que c'est beaucoup de jeunes ou des personnes qui viennent d'arriver ou des personnes qui, même s'ils sont là depuis longtemps, n'arrivent pas à se faire reconnaître leur diplôme, leurs compétences et travaillent dans les épiceries. Les épiceries engagent de plus en plus de personnes temporaires, à contrat, à court terme. Et donc pas syndiquées. Pas d'avantages sociaux. The Rover avait fait un texte là-dessus qui engageait des gens chez Maxi, justement. Ben oui, Maxi. Puis ils crissaient dehors après 3 mois quand, Pour mettons, pas leur donner d'avantages sociaux. Hey, incroyable, hein? Fun. Quand les gens ont peur constamment de perdre leur emploi, quand ils doivent remplir en fait l'emploi de 2-3 personnes parce qu'il n'y a pas assez de personnes sur le plancher à ce moment-là, ben c'est sûr que les gens courent de plus en plus. Mais tu sais, ce que Elena rappelle aussi, c'est que quand on voit des sourires, ce sourire cache simplement la peur de perdre son emploi. Les gens qui sourient en travaillant dans les épiceries, c'est pas parce qu'ils sont contents, c'est parce qu'ils ont peur. Barouette. Mais juste, j'aimerais ça mentionner parce qu'on l'a su ça, puis on l'oublie, mais j'aime ça le rappeler une fois de temps en temps pour faire mon extrêmement déplaisant. Mais les employés d'épicerie, ce sont nos travailleurs essentiels qui étaient là pendant la pandémie et qu'on était comme « Merci nos anges gardiens ». Puis là, soudainement, on se rend compte qu'on s'en calisse d'eux autres puis qu'ils sont pas payés puis qu'ils font des jobs fondamentalement difficiles. Moi, j'ai travaillé dans des épiceries jeunes à Boucherville. Et c'est des jobs qui mélangent la job d'entrepôt et la job de service. C'est-à-dire que tu fais du déballage de palettes en arrière, de la réception là, de commandes, mettons. Fait que tu reçois des palettes géantes, il faut que tu débarques des boîtes, tu te fais mal dans le dos, ça te tombe dessus. C'est dur physiquement. Mais tu fais aussi du service sur le plancher où tu as, dans mon cas à Boucherville, des madames bourgeoises qui te demandent comment on fait ça, une soupe aux citrouilles. Puis t'es comme, madame, je payais 9$ de l'heure, genre laissez-moi tranquille. Je fais juste placer les fruits ici, là, je suis pas un professionnel. Fruits qu'on va bientôt mettre dans le container qu'on part. Oui. Dès qu'il est un peu laid, on va le jeter puis on va tout défouérer ça. Puis... Oui, c'est des travailleurs essentiels et c'est aussi beaucoup de travailleurs qui sont racisés. Dans le fond, qui vont être derrière les épiceries, qui vont placer les produits, qui vont se blesser, là, parce qu'Hélène en parle, à quel point la job dans une épicerie très est physique, ouais. est demandante, qui vont se blesser pour que la petite bourgeoisie, finalement, puisse aller faire son épicerie, puisse être bête en cherchant le produit qu'elle n'a pas, finalement, puis là, exiger qu'elle... Comment ça qu'il n'y a pas de lime, puis t'es comme madame, là, genre Mais on s'est vraiment habitué à ça aussi, notre terreur du manque est comme... c'est qu'on y fait plus jamais face, il manque presque jamais de rien, nous. Tu sais, jamais, tu vas à l'épicerie, tout est là. Sais-tu qu'est-ce que ça toujours. fait, ça, de l'individualisme? Parce qu'on s'entraîne plus pour trouver les matières premières desquelles on a besoin. Non, on s'attend à ce qu'il soit là. Puis là, tu le vois, s'il y a une journée pour une raison X, genre il y a une erreur de commande, quelque chose, mettons, ils ont pas reçu d'échalotes vertes. Là, il y a un trou dans l'étalage et les gens sont comme ben voyons donc. T'sais, ils veulent presque faire une plainte. Non, mais on vit comme des folies de terreur du manque. Puis on va s'entendre, c'est pas grave, là, Chris, au pire, s'il n'y a pas d'échalote verte une journée, j'en fais d'autres choses. Il n'y a pas un oignon, puis tout va bien aller. Un poireau, c'est une grosse échalote, tout est correct. Oui, puis on est tellement habitué à des gros achalandages, des gros murs de concombres, que si tu arrives puis il reste 8 concombres, t'en prendras pas. Tu vas dire, s'il reste juste ces 8 concombres-là, ils doivent être louches. Je pense qu'on fait tout ça aussi, c'est que surtout avec l'explosion des prix, pourquoi t'achèterais un concombre un peu laid? Si t'es pour le payer 3,99, tu vas prendre le plus beau, puis tu projettes aussi que les autres font tous la même chose. Fait que s'il en reste seulement 4, ça veut dire que c'est les laits. C'est sûr que tu devrais pas acheter. Puis tu sais, c'est que même s'il était beau, tu te dirais... non, c'est bizarre. C'est que, dans le fond, parce que rendu là, c'est même pas le fait, est-ce qu'ils sont... Enfin, on s'entend, c'est lié. Mais c'est même pas seulement ça. C'est juste le fait que, comme il y en a pas beaucoup, ça me donne pas envie de l'acheter. Tu sais, le capitaliste nous a enseigné que ça devrait être des grosses rangées pleines et chargées. Oui. Et quand c'est pas ça, les petites épiceries où il y a 3 produits sur la tablette, on va se dire, ça doit être cher s'il y a 3 produits. On fait comme du fétichisme de l'abondance. Ben oui, exact. Puis ce qui est pas abondant, tu sais, les petits magasins là, de vêtements, là, où il y a 4 morceaux de... Tu sais, moi, je rentrerai jamais dans ces magasins-là parce que comme il y a 4 morceaux, ça va être trop cher. Mais là, fait que finalement, la rareté devient qu'est-ce qui est précieux. Alors que finalement, il pourrait y avoir plein de petites épiceries là, avec quelques produits un peu partout. Mais ça fonctionne pas dans notre représentation de c'est quoi une épicerie. Une épicerie, c'est l'abondance. Si c'est une petite épicerie, donc c'est pas abondant, donc c'est cher. Fait que là, il y a comme une reproduction, en fait, de qu'est-ce qui est possible comme épicerie puis qu'est-ce qui va survivre comme épicerie. Justement, de parler de ça, là, de l'abondance, puis du fait
de pas être capable de reconnaître, mettons, que quelque chose est bien s'il n'est pas en grande quantité. Ça réfère beaucoup à ce que Kluskar disait sur l'idéologie du désir. Tu sais, il dit que c'est ça, c'est comme on projette beaucoup sur les items, les éléments, puis justement, on veut qu'ils soient là en grande quantité. On a terriblement peur de manquer de choses, puis on a comme tout laissé ça au capital, de dire « Occupez-vous de nous. Mettez-moi un magasin plein de stock, puis ça va être mon problème à moi si je suis pas capable de me payer les affaires. Ils sont là, ils sont dans mon quartier, mais dans les faits, c'est que on est aussi dépossédés de ces choses-là. Sont à qui ces choses-là? À qui sont les légumes? Il n'y a pas de liberté là-dedans. Il n'y a que de non. l'emprisonnement. Tu sais. Effectivement, on devient comme des esclaves de ce système-là parce qu'on se pose même plus la question à qui sont les légumes. Mais dans leur article, Simon Laplante puis Leslie Touré-Capot ont un extrait de texte que je trouve qui représente bien le dossier, fait que je voulais vous le lire. Donc, ils disent « Décoloniser nos assiettes et nos épiceries, c'est reconnaître que l'alimentation n'est pas seulement une question de calories ou de prix, mais un enjeu de justice, de dignité et de pouvoir. C'est refuser que l'accès à une alimentation saine et culturellement adaptée soit un privilège réservé à quelques-uns et quelques-unes. Le Québec a les ressources, les savoirs et la créativité pour bâtir un système agroalimentaire qui nourrit tout le monde, dans toute sa diversité et sa pluralité, mais cela exige de confronter le capitalisme racial et de reconnaître les héritages coloniaux afin de rompre avec les logiques extractivistes et racistes qui l'ont façonné. Changer notre rapport à la nourriture, c'est aussi changer notre rapport au monde. Cela commence peut-être par un geste simple, se demander d'où vient ce qu'on met dans nos assiettes et ce qui en a été exclu. » C'est très bon. Je trouvais que ça, justement, c'est la question de se demander qu'est-ce qui en a été exclu. On oublie de parler de racisme et d'alimentation parce que c'est du colonialisme de consommer café, mangue et avocat en plein hiver. Ben, de déposséder des ressources de d'autres pays, puis après ça, d'être fâché de leur envoyer genre de l'aide alimentaire. Mais c'est en fait la raison pour laquelle ils en ont besoin, c'est parce que nous, on a tout dépossédé de leurs ressources. True. On les oblige à faire des cultures de bananes géantes quand ils pourraient eux autres aussi faire pousser ce dont ils ont besoin. Oui, puis écologiquement, c'est dégueulasse la surproduction, puis le consumérisme, là, c'est ce qui va nous mener à notre perte. Oui, puis il y a tellement de denrées qui sont finalement jetées juste dans cette idée-là de faire de l'argent en créant de la rareté. On va les jeter finalement au lieu de les vendre, au lieu de les rendre accessibles, parce qu'on veut garder, en fait, cette élite-là qui a accès à l'alimentation. Oui, puis arrêter d'individualiser le problème, dans le sens que souvent, j'ai l'impression que la réponse gouvernementale, quand on met de la pression, ça va être comme, par exemple, pour le logement, d'envoyer des chèques aux gens qui payent trop cher par rapport à leur salaire. Mais ça, ce que ça devient, finalement, c'est du financement de propriétaires véreux. Fait qu'une allocation logement, ce que ça devient pour quelqu'un qui a donc pas assez de moyens pour payer son logement, ça devient de l'argent du gouvernement envoyé qui se retrouve très rapidement dans les mains du propriétaire. Fait que c'est comme si on subventionnait les propriétaires véreux. Et là, j'ai l'impression que c'est toujours ça, une individualisation de la solution. C'est-à-dire que là, si on se plaint assez par rapport au prix des épiceries, ils vont nous proposer quelque chose comme ça. Genre, si vous faites en bas de temps par année, on va vous donner une allocation de nourriture. Oui, mais ça s'en vient, mais les food stamps s'en viennent au Québec. Mais ça, c'est aussi de financer les épiceries. Ça c'est un problème. De la même façon que c'est pas aux gens non plus. Il faut sortir, je pense, de cette logique-là individualiste de, mettons, c'est ton problème à toi de faire du compost puis du recyclage. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Je dis juste qu'au final, tu règles pas le problème en bas de la chaîne. Tu le règles en haut de la chaîne. On doit interdire aux épiceries de jeter du stock. S'ils peuvent plus jeter du stock, il va falloir qu'ils revoient complètement leur fonctionnement. L'emballage aussi. L'emballage, mettons, ça peut être un autre enjeu. Les conditions de travail. Tout ça, il faut que ça change, puis on ne devrait pas se sentir mal de ça. Ils font des profits de milliards de dollars. Tu ne feras pas brailler si tu en fais 300 millions de moins cette année, là. Tu as vraiment raison pour les food stamps. Ça va être une autre manière de perpétuer la richesse exponentielle de ces épiciers-là. Ben, c'est-à-dire, encore une fois, pas régler le problème à la source, genre c'est trop cher, juste donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas assez pour payer trop cher à du monde qui en ont déjà trop. Puis je pense, encore une fois, j'y reviens, mais le logement et la nourriture en particulier, ça, c'est quelque chose, je crois, qui est facile à rentrer dans le cerveau des gens. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup là, de discussions autour de le système, comment on le change, est-ce que ça se peut? On n'est plus capable de rien s'imaginer à l'extérieur du capitalisme. Mais si on a un système où les gens sont pas capables de manger, il ne fonctionne pas. Puis ça, je pense que c'est simple à passer comme idée, parce qu'on mange tout. Puis il va y avoir de plus en plus de gens pour que ça va devenir de plus en plus difficile de s'alimenter convenablement. Oui, puis l'espérance de vie, puis la force au travail, puis s'ils veulent être dans le capitalisme, qu'on puisse se loger et manger convenablement, on va travailler plus fort. C'est le strict minimum. Si on n'a pas ça, c'est foul ball. Il n'y a même pas possibilité qu'on continue. Fait que ça, je pense que si on martèle ça, puis si on reste sur ces enjeux-là, on va faire des gains substantiels à gauche. Oui, puis faire les gains à gauche, ça peut être justement en revendiquant une loi cadre, ça peut être en revendiquant des politiques en fait qui vont venir impacter, mais ça doit aussi venir de notre solidarité entre nous.
de modèles alternatifs, justement, d'épiceries puis non lucratifs. On a parlé d'épiceries coop, on a parlé de frigos collectifs, de jardins partage, des cuisines collectives, mais où on cuisine, on s'organise ensemble, on cuisine ensemble, parce qu'on peut pas attendre que la solution vienne d'un gouvernement. Si elle vient un jour, elle va venir de manière très morcelée, en contribuant à d'autres inégalités. Fait que si on veut qu'il y ait des solutions, ça doit venir aussi d'une organisation collective, ça doit venir de recréer ces liens-là, d'avoir les discussions, comme tu dis, mais aussi de mettre en action, en fait, ce qu'on dit, d'agir, puis de réfléchir à Noël, qu'est-ce qu'on fait avec notre nourriture? Est-ce qu'on cuisine trop puis on la jette dans les familles? Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on fait juste la donner pour se sentir bien? Dans la période de guignoler, il faut se poser la question aussi. Fait que comment s'organiser finalement pour repenser le système agroalimentaire au complet? Mais ça, je suis d'accord. Refuser le patchage politique qu'on nous propose toujours, c'est-à-dire que si on crie assez fort puis si on sort assez dans la rue, ils vont finir par nous donner une solution, mais c'est toujours du patchage, c'est toujours un genre de... On fait juste mettre du tape là, sur où ça coule. Les food stamps sera leur fausse solution. Possiblement, tu sais. Puis ça, je pense que c'est parce que c'est jamais assez. Puis je dis pas de la refuser, cette solution, on peut la prendre en attendant, mais si on s'arrête là, on va se ramasser à la même place dans 10 ans, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans. Il faut effectivement repenser ça plus loin puis dire, ce système-là ne fonctionne pas. Pourquoi on permet à 5 grandes compagnies de contrôler tout ce qu'on mange, non seulement de le contrôler, mais en plus de faire des milliards avec ça? Get out, là. Genre, bye, tu sais, you're out. L'épisode se termine sur exactement ça. Hey, merci Mélanie, c'était tellement nice de te rencontrer. Ben oui, mais moi aussi, là, j'ai bien aimé la discussion. Alors là, abonnez-vous à la revue à bâbord. Là. Ouais. Abonnez-vous au Temps des monstres aussi. Ouais. Hey, les gratuits, on vous voit. Lâchez Netflix. N'ont pas besoin de votre cash, volez-les. Merci. Mélanie va aller retrouver son chum à l'hôpital. Ouais, c'est correct. Je vais faire ça. Ouais, on va la laisser aller. Là. Ciao. Bye.